Salut à tous, bienvenue au carreau d'arrache pour les championnats de France de descente. À mes côtés, Fabien Barrel, le sémillant descentiste, triple champion du monde. Presque en retraite, mais pas encore. Toujours team manager, essayeur de vélo de descente. Justement, on va beaucoup parler de cette discipline. Sur une piste, Fabien, on est en direct. Il pleut depuis quelques minutes. Le terrain risque de changer un peu. C'est très important, notamment en descente, avec le choix des trajectoires. Il va falloir composer avec justement des points de corde, avec des trajectoires pas faciles à négocier. Au fur et à mesure de cette descente, on risque d'avoir un terrain qui va peut-être un peu changer. Maintenant, on attend de voir si la pluie va continuer ou pas, on n'en sait rien. Mais on va voir les meilleurs Français dans cette discipline pour un double titre, puisque les filles courent avec les hommes. Oui, bonjour Christian. Bah écoute, on est ici au carreau sur une piste qui est très rapide, hein, des vitesses de pointe qui atteignent les plus de 70 km/h pour les hommes. Donc un tracé très engagé avec des alternances bien sûr de rapide mais aussi de lent dans des passages plutôt raides avec des racines, donc beaucoup de rythme et des alternances de rythme qu'il va falloir gérer et effectivement ce temps qui est plutôt menaçant et qui j'espère va rester plutôt stable en tout cas pour le reste de la compétition. Voilà, 258 pilotes au départ, on vient de voir Léane Chardonniras ici, à savoir que chez les filles pour l'instant c'est Linda Jager qui est en tête avec un temps de 5 minutes 72 centièmes. Dans ce bike park des carreaux, on a une descente qui part à 1600 mètres, on a 600 mètres de dénivelé exactement. Et il faut tenir le coup, Fabien, au niveau des avant-bras, au niveau du physique, parce qu'en descente, on le rappelle, ben voilà, on n'arrête pas de pédaler et physiquement, on subit. Il faut composer justement avec ces sauts artificiels et naturels, avec les souches, pas évident. Oui, on a effectivement 600 mètres de dénivelé négatif sur une piste de 2,5 km. Donc un parcours qui va être assez long, hein, puisqu'on parle d'aux alentours de 4 minutes pour les hommes, d'un peu plus pour les filles. Donc un besoin de puissance, d'intensité pour arriver à mettre du rythme dans son run, mais aussi une certaine gestion nécessaire pour arriver à donner encore dans les derniers virages et sur la dernière minute de tracé. Donc on a vu des temps très serrés en demi-finale, hein, puisque on retrouve en moins d'une seconde les trois premiers, le top 10 en moins de 5 secondes sur 4 minutes. Donc si on ramène à la minute, ça fait 1 seconde à la minute de différence. Donc on voit un rythme qui est assez similaire pour tous. Bon, alors ça reste une manche de placement, Christian, et on sait très bien que tout va se donner dans la finale. Nastasia Jiménez au départ. Justement, hier, il y avait les manches de placement avec les chronos, hein, qui déterminent le départ d'aujourd'hui. Et c'est Florent Payet qui a terminé en tête devant Loïc Bruni et Loris Vernier. Et Vergier, seulement Vergier, 9 centièmes seulement d'écart entre Loïc Bruno et Florent Payet. On va avoir vraiment justement du spectacle avec Nastasia ici qui passe dans cette partie rocailleuse. On alterne presque, on compose avec des parties trialisantes et des parties où il y a beaucoup d'accélération et des sous-bois, et parfois on en sort pour des vitesses de pointe de l'ordre de 72 km/h. C'est varié. C'est varié avec, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup d'intensité. Tu parlais des trois outsiders, donc Florent Payet, hein, qui a fait tout récemment encore un top 10 en Coupe du Monde et qui a fait surtout une superbe 3e place au championnat du monde l'année dernière. Donc un pilote pro, mais je dirais semi-pro, hein, qui roule pour une équipe française, qui est une équipe qui fait son bout de chemin, mais qui fait pas partie des grosses équipes internationales et qui malgré tout arrive à vraiment faire sa place. Loïc Bruni, bien sûr que tout le monde connaît aujourd'hui avec son titre de champion du monde en Andorre il y a maintenant 2 années et surtout de très beaux podiums en Coupe du Monde, qui sera sur retour de blessure, hein, qui a fait deux beaux podiums là récemment, mais qui essaye de retrouver sa vitesse et de se remettre dans son plus haut rythme comme il a su l'être l'an passé. Et puis surtout Loris Vergier, tu en parlais tout à l'heure, qui lui aussi a fait un bond dans une nouvelle équipe et cette année qui performe à très haut niveau avec des très beaux chronos, des très belles places, notamment une 2e place en Coupe du Monde à Léogang. Donc des pilotes qui nous promettent un beau spectacle cet après-midi avec, je l'espère, comme tu le disais, une météo stable qui va nous permettre de voir tout le monde à l'apogée, je dirais, de leur pilotage. C'est bien, Fabien. Toutes les bios ont été faites là sur les principaux pilotes. On va noter quand même l'absence de Rémi Thirion.
Oui, Rémi Thirion qui malheureusement a fait une très mauvaise chute sur la Coupe du Monde de Léo Gang sur un dernier saut mal taillé et qui souffre aux vertèbres, qui a eu plusieurs contusions mais qui par contre est en bonne voie de récupération et j'espère qu'on aura le plaisir de le revoir sur le vélo avant la fin de saison et si c'est pas le cas, en tout cas on lui souhaite un très bon rétablissement car je suis certain il va regarder les images cet après-midi. Ouais, Nastasia Jiménez là qui arrive sur la fin du parcours, attention le temps à battre, ça sera difficile parce que 5 minutes et des poussières, ah voilà, deuxième Nastasia Jiménez, juste derrière Linda Jaguer et on attend bien sûr avec impatience dans quelques pilotes eh bien la meilleure normalement, la favorite chez les filles, Myriam Nicole. Myriam Nicole qui roule donc pour l'équipe Riding Addiction et la marque de vélo Commensal qui ont fait une superbe saison puisque Myriam roule en Coupe du Monde depuis pas mal de temps. Elle avait gagné une manche de Coupe du Monde de par le passé mais là surtout elle vient d'en gagner 2 d'affilée avec un superbe pilotage. Elle nous a fait rêver en Andorre, elle nous a fait rêver à Lenzerheide et c'est vrai que ben voilà beaucoup d'engagement dans son pilotage, une véritable confiance parce que c'est vrai que ben, ça reste un sport où comme on l'a dit l'engagement doit se faire en étant ben, léger sur le vélo, en allant rechercher la fluidité des trajectoires et c'est vrai que ben, la confiance en soi quand on est bien avec son équipe, on se sent bien sur le vélo et on se sent soutenu, ben, en général ça donne des ailes comme on dit. Mélanie Chapaz du comité Rhône-Alpes, quasiment local hein, parce que là on est en Haute-Savoie. Pas très loin de Chamonix d'ailleurs les carreaux. Il y a eu un temps exceptionnel hier, ça s'est un peu couvert aujourd'hui, on dirait que la pluie s'est arrêtée, c'est bon signe. Oui, on a vu 3 gouttes de pluie qui sont tombées hier, on le voit dans les trajectoires, vous voyez vraiment sur les images la trace qui fait ressortir l'humidité avec de la terre un peu plus compacte que sur les extérieurs. Donc une légère humidité qui, je dirais pour l'instant, permet d'avoir un grip plus ou moins correct. Maintenant on peut voir voilà, dans la zone de cailloux où on voit la Mélanie, on voit les roues qui bougent de gauche à droite, ce qui veut dire qu'il y a quand même une adhérence qui est précaire et qui du coup rend l'engagement au pilotage plus difficile quoi. Voilà, on voit là la transition un peu difficile hein, sur cette courbe. Mais ça typiquement c'est des erreurs liées à la fatigue et on parlait de la longueur de la piste, on est à 3 minutes 20 de course donc il faut toujours arriver à garder un certain gainage du haut et du bas du corps dans les appuis et là ben, on a vu Mélanie se faire un peu catapulter sur l'avant en même temps qu'elle perdait l'adhérence au niveau de la roue arrière, donc voilà une erreur qu'elle aurait sûrement pas faite dans la première minute de course mais au bout de presque 4 minutes on commence à avoir de l'acide lactique dans les avant-bras, dans les jambes, le corps, la lucidité au niveau du regard, c'est un tout, la ventilation qui s'augmente et la respiration qui est de plus en plus rapide, donc effectivement une gestion du physique qui est très importante sur ce tracé Christian. On a le même problème en tant que journaliste pour commenter cette épreuve. Hein. Ah oui, ben nous aussi, hein. Il ne faut pas qu'on enchaîne les paroles de manière trop rapide, tu as raison. 3 secondes de retard en tout cas pour Mélanie Chapaz au temps intermédiaire, largement dépassé maintenant, elle est sur la fin de ce parcours, la dernière minute fatidique avec des enchaînements on va dire différents. Regardez cette trajectoire, elle n'est pas géniale, un peu trop extérieure pour arriver sur l'intérieur après. On a vite fait de se faire déporter sur l'herbe. C'est toujours cette adhérence qui prime et qui est difficile à obtenir en descente. Oui, et puis on retrouve des courbes en herbe un peu, qu'on appellerait un peu old school, hein, qui sont vraiment taillées comme des courbes de ski. Donc effectivement, il faut essayer d'arriver à rester assez haut en entrée pour ressortir assez haut en sortie et enchaîner avec anticipation la courbe d'après. Donc c'est vrai que c'est très facile, surtout en fin de parcours, de se laisser déporter et donc du coup d'y laisser des précieuses dixièmes ou centièmes de seconde. Allez, le passage de la table avec la fin du parcours maintenant. On voit Mélanie Chapaz en train de négocier voilà, ses derniers virages. Alors on l'a vu passer le dernier droite là avec une légère glisse de l'arrière, bien placé sur le vélo, bien équilibré et une belle relance et une belle 3e place au provisoire. 3e place derrière, toujours Linda Jaguer et Nastasia Jiménez. Alors on parlait de cette zone de cailloux tout à l'heure, hein, on peut voir Christian que dans cette zone boisée il y a quand même une adhérence qui est vraiment limitée. On retrouve ici la zone finale, hein. Il faut savoir qu'avant cette zone on voit pas à la caméra, il y a une zone très rapide où ils prennent les fameux 70 km/h sur la fin du tracé et là ben voilà, on en parlait tout à l'heure, surtout pour les demoiselles qui sont en course, gardez beaucoup de lucidité. Fiona Ourdouy au départ.
Voilà, donc un départ plutôt calme pour Fiona. J'imagine que une fois de plus, elle garde en tête les 5 minutes de course qui sont à venir. Donc du coup, une stratégie qui peut payer sur la fin, essayer de rester posé, essayer d'imaginer et de comprendre, je dirais, le rythme qu'il faut avoir sur la longueur du tracé et non pas d'essayer d'avoir une vitesse de pointe sur les 2 premiers virages qui, pour le coup, vont permettre de gagner quelques secondes, mais une perte d'énergie très importante. Et bien, puisque ça va un petit peu moins vite, on peut admirer justement ces cadres qui sont très portés, avec une géométrie très portée sur l'arrière. Oui, exactement. Alors il faut savoir, pour les gens qui connaissent pas trop la discipline, c'est ce qu'on appelle donc des vélos de descente, hein. C'est des vélos qui ont entre 200 et 210 mm de débattement devant et derrière, avec des freins à disque qui ont des diamètres de 200 mm. Donc je dirais que des châssis qui sont presque plus proches de la moto, Christian, que du vélo. On y retrouve bien sûr les pédales, la transmission comme un vélo standard, mais des suspensions et des freins qui sont dignes de la moto et surtout une géométrie qui a tendance, surtout sur les vélos de compétition, à s'augmenter, à être de plus en plus long pour privilégier la stabilité à haute vitesse et notamment l'engagement des pilotes. Avec des cadres pour la plupart carbone. Alors beaucoup de carbone, effectivement, c'est une matière et une technologie qui dans les 5 dernières années a beaucoup progressé, hein. Au départ, certaines marques étaient plutôt frileuses puisque on était quand même hésitant par rapport aux contraintes de rigidité que le carbone était capable de fournir. Et là aujourd'hui, au niveau de la fabrication, effectivement de plus en plus de cadres sont en carbone à l'effigie du vélo de route et nous permettent d'avoir des contraintes qui sont idéales et je dirais un rendement du vélo et un rendu du vélo dans les impacts qui permet à la fois de garder de la vitesse tout en restant malgré tout confortable. Un sport mécanique non motorisé, mais ce qui est aussi impressionnant, on en discutait tout à l'heure, Fabien, c'est que la télémétrie est arrivée aussi dans ce milieu de la descente. Alors oui, ça fait pas mal de temps hein, maintenant. Hein. Les premiers essais en télémétrie, pour ma part, j'en avais fait dans les années 2002 et même avant ça, dans les années 90, fin d'année 90 à l'époque avec Sun et dans les années 2002 avec le mécano qui aujourd'hui travaille avec Loïc Bruni qui s'appelle Jack. Et c'est vrai que la télémétrie, il trouve de plus en plus sa place puisqu'on a besoin d'avoir de plus en plus d'informations que j'appellerais entre guillemets objectives en termes de chiffres, en termes d'absorption, en termes d'impact par rapport au ressenti subjectif du pilote. Et justement, cette télémétrie, elle rentre sur plusieurs points de données, plusieurs caractéristiques, notamment les J encaissés. Exactement, alors donc il y a beaucoup de contraintes qui sont calculées et qui sont enregistrées par rapport aux suspensions, par rapport aux freins, mais également les données GPS, tout comme les données de G qui permettent de vraiment voir ce que le terrain nous rend en fait. Eh bien, elle termine avec une 3e place, Fiona Ordouilly. Alors bon run, hein, on avait parlé un peu de son départ où elle est partie de manière relativement souple avec peu d'intensité, mais un travail qui paye puisqu'on a vu qu'elle a gardé son rythme jusqu'en fin de parcours. Donc comme je le disais, hein, cette longueur, la vitesse, l'intensité du run va être des paramètres importants par rapport à la globalité de la course. Sur 2,5 km de parcours, seulement 2 secondes 76 centièmes d'écart, alors que se prépare au départ Agnès Delest. Alors vous savez, Fabien, on va regarder donc cette course, voir un peu de quelle manière elle va pouvoir s'en sortir. On a vu les autres pilotes pas mal assurés sur le haut du parcours. Maintenant, on va voir si Agnès Delest va pouvoir attaquer, membre de l'US Cagne. Alors l'US Cagne qui est un club du sud de la France qui est très très actif, qui a ramené beaucoup de champions, hein, notamment Loïc Bruni, Loris Vergier, mais aussi le jeune cadet Thibaut Daprella qu'on verra aussi passer tout à l'heure et qui a tout juste 15 ans, 16 ans. Donc un club qui est très très actif et qui est capable justement de ressortir de très beaux champions. Et Agnès ici qui nous fait un run quand même assez rythmé, assez dynamique. Alors on n'a pas encore vu son temps intermédiaire, mais je pense qu'elle est quand même dans un assez bon rythme et d'ailleurs elle est à peine à quelques centièmes de seconde de la leader. Elle a 29 centièmes exactement, 29 centièmes justement du temps de référence. Il faut savoir que dans le milieu du VTT maintenant il y a des cadres conçus spécialement qui ne diffèrent pas beaucoup des cadres d'hommes, mais il y a des modèles spécifiques pour les femmes. Ah bien sûr, alors on retrouve peu en descente, si ce n'est des petites géométries, mais par contre oui, dans les vélos plus d'enduro et all mountain, on retrouve des gammes qui sont faites et dédiées uniquement pour la jante féminine et qui sont des géométries adaptées aux plus petits gabarits pour avoir des placements de jambes et une position sur le vélo qui diffère de celle des hommes, à la fois au pédalage mais aussi en position debout pour le pilotage pur. On va tout vous dire, puisqu'on est une chaîne à grand public. Les VTT de descente, grosso modo, c'est entre 2000 et 5000 euros.
Oui, voire même bien plus que ça. Oui, voilà. Voire même bien plus que ça. Mais c'est vrai que vélo de descente, je dirais que c'est un peu la Formule 1 de la discipline. Donc effectivement, c'est des vélos qui sont assez coûteux. Mais aujourd'hui, on retrouve du matériel qui est beaucoup plus accessible dans les gammes enduro et all mountain, qui sont les vélos un peu de tous les jours et qui sont déjà à 140, 160 mm de déblattement. Donc déjà des machines qui permettent déjà beaucoup de performance, sans parler de la descente pure. Allez. Très intéressant maintenant la fin de ce parcours, de ce run. Donc là, on seulement voit 29 centièmes de retard à l'intermédiaire. On va voir si elle va pouvoir battre le temps de référence. On voit cette zone rapide, hein. On voit un parcours tracé assez large, tracé par Emmanuel Hubert, entre autres, qui est le local de l'étape et surtout manager de l'équipe de France. Hein. Depuis des lustres. Hein. Entraîneur de l'équipe de France, c'était le mien et ça l'est encore aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est lui qui a tracé cette piste. On voit des grandes courbes, on voit du technique. On voit Agnès qui roule quand même très bien. Je change de sujet, mais elle est vraiment dans la notion de l'engagement sur la partie basse et elle a bien géré son physique. On la voit bien relancé et ça va vraiment pas jouer à grand chose pour Agnès. Je pense que ça va le faire. Meilleur temps, effectivement. Voilà, Agnès Deleste est en tête pour l'instant du classement chez les filles. Alors ce que je vous propose, c'est de tourner une petite page de pub et on se retrouve juste après. Saviez-vous qu'un voyageur consulte en moyenne 6 sites différents avant de réserver un hôtel ? Je le comprends parfaitement. On va être sûr de trouver le meilleur prix pour sa chambre d'hôtel. Mais il y a tellement de sites et de prix différents sur Internet. Alors comment s'y retrouver ? La prochaine fois, avant de réserver, ayez le réflexe Trivago. Trivago compare les prix de plus de 250 sites de réservation pour vous permettre de trouver l'hôtel idéal au meilleur prix. Tout simplement. Un hôtel ? Trivago. Bienvenue à nouveau au carreau d'Arrache pour les championnats de France de descente. On assiste là à une course assez extraordinaire chez les filles avec le meilleur temps de référence qui vient d'être fait par Agnès Deleste. Et là, on a donc les meilleures filles qui s'élance au départ avec Marine Caribou, puis on aura Myriam Nicole juste derrière, Fabien. Oui, alors Marine Cabirou qui roule en Coupe du Monde, hein, qui est quand même une pilote confirmée. On vient de l'avoir passé au temps intermédiaire avec près de 11 secondes d'avance, hein, donc c'est pas une surprise. On passe de la catégorie amateur à la catégorie presque professionnelle sur ces deux dernières féminines. Marine qui commence à engranger une belle expérience, qui a eu plusieurs titres en junior. Championne d'Europe l'année dernière, hein, troisième des championnats de France toujours l'année dernière aussi, championne du monde junior en 2015. Voilà, donc une pilote qui est expérimentée, qui a le recul, qui a une machine vraiment adaptée à la discipline avec un vélo qui a une géométrie, on en parlait tout à l'heure, longue, stable, on la voit très centrée avec des appuis qui sont francs, hein, dignes du ski, hein, on parlait des appuis des pieds, des appuis des mains et on la voit mettre beaucoup de rythme, un très beau placement sur le vélo, une belle trajectoire haute dans ses racines, donc vraiment c'est l'expérience qui parle là avec beaucoup de maturité et un pilotage qui est très beau à voir. Ouais, 11 secondes d'avance, il faut dérouler, mais derrière, il y a encore Myriam Nicole, donc un grand duel entre ces deux filles, on s'y attendait. Oui, tout à fait. On voit là Marine prendre des positions très équilibrées sur le vélo, je le disais tout à l'heure, mais aussi des positions aérodynamiques. On voit là dans cette zone rapide l'avoir déboulé à très grande vitesse. Et là, dans ses appuis, on a des fois l'impression qu'il y a très peu de mouvement, donc ça paraît être tellement propre que pas rapide, mais pas du tout, c'est juste tout simplement efficace. Oui, puis mieux vaut rester dans la bonne trajectoire parce que vous pouvez le constater, hein, en dehors de la trajectoire optimale, c'est que du caillou qui glisse au point de pouvoir vous mettre par terre en 1/10 de seconde. Alors oui, des cailloux, des arbres et tout le reste, on la voit ici très longue sur la table, hein, donc vraiment engagée avec beaucoup de vitesse. Elle rentre dans la dernière partie du bois. On la voit ici dans ses appuis, vraiment bien centrée sur la machine. Et là, oui, l'entraînement physique du haut niveau, très précis et encore très engagé. Ne bouge pas. Et comment, voilà, Marine Caribou met une valise à toute la concurrence avec le temps de référence en 4:39,92. À savoir que lors des manches de placement, chez les hommes, le meilleur temps était en 3:59,89 par Florent Payet. Des filles de plus en plus rapides dans cette discipline.
de plus en plus rapide et puis surtout un terrain qui a quand même évolué depuis hier, hein, puisqu'il y a eu quand même une séance d'entraînement ce matin, quelques gouttes de pluie, donc on retrouve des zones de cailloux qui sont plus glissantes, des trous de freinage qui sont de plus en plus gros, des saignées, ce qu'on appelle des ornières et des appuis qui sont de plus en plus creusés, de plus en plus profonds, donc il y a de fortes chances qu'on retrouve un tracé entre guillemets plus endommagé malgré un engagement supérieur des pilotes. Attention maintenant, Myriam Nicole est au départ. Elle a remporté 2 Coupes du Monde cette année, vice-championne du monde l'année dernière, triple championne de France. Myriam Nicole, ou la démonstration normalement de son savoir-faire pour remporter un nouveau titre de championne de France. Alors comme on le disait tout à l'heure, hein, Myriam est à l'apogée de sa discipline en ce moment, hein, une grande forme, beaucoup de confiance, une bonne machine, une bonne équipe, hein, je pense à Thibaut Ruffin, son team manager qui est aussi pilote et champion de France en titre, qui est très très fier du travail qu'elle peut fournir, et on retrouve ici voilà l'expérience qui parle comme tout à l'heure avec Marine, un vélo très stable, bien posé, un engagement dans les racines et dans les cailloux qui est digne voilà, d'un regard qui se porte loin. On n'est pas là à regarder le détail, on y va à l'engagement, et j'ai l'impression que malgré tout Myriam met quand même beaucoup d'engagement sur ce run cet après-midi, alors qu'elle a malgré tout une certaine marge par rapport à ses prédécesseurs. 8 secondes 20 d'avance. Mais du coup elle n'hésite pas à en mettre et elle a 8 secondes d'avance, ouais, effectivement. Incroyable, puis pilote d'une machine française, hein, Commensal. Voilà, la marque Commensal, hein, anciennement créateur de la marque Sun, donc Max passionné de sport, hein, un petit mot sur Max qui a toujours entre guillemets poussé le sport, poussé les disciplines, un grand passionné de la compétition qui a su voilà, mener de bien le business et la passion, ce qui fait entre guillemets le superbe résultat de la marque aujourd'hui. Allez, Myriam, maintenant on va l'admirer sur la fin du parcours, elle a largement le physique pour tenir jusqu'au bout. Le physique, l'expérience, la machine, hein, les réglages de la machine, hein, on voit que le vélo bouge pas, on la voit dans les appuis, on parlait de réouvrir la trajectoire. C'est la roue arrière qui se lève. Voilà, donc c'est digne du ski, c'est-à-dire on met un appui pour arriver à réouvrir la trajectoire, pour être en avance sur la trajectoire d'après. C'est comme ça qu'on gagne du temps et c'est comme ça qu'on gagne un championnat de France. Allez, l'entrée dans la forêt. Voilà, on voit de gros appuis, on entend le bruit des roues, on entend le bruit des suspensions. Vous imaginez les contraintes qui sont faites à la fois sur les machines mais aussi physiquement sur les athlètes. Et malgré ça, voilà, beaucoup de vitesse, très propre sur le saut. Et puis voilà, un run digne d'une grande championne que Myriam devient. Il n'y a que 3 filles sur les championnats de France qui passent la dernière table, le gap de la plus belle des manières pour arriver bien dans l'axe de descente juste derrière. Et là, meilleure place donc pour Myriam Nicole. On s'y attendait. Championne de France, une nouvelle fois, largement méritée, il n'y a rien à dire. Voilà, très propre, 13 secondes d'avance sur la deuxième fille qui est Marine Kabirou, qui est déjà très expérimentée et très fort. Donc j'irai, la hiérarchie est respectée, Christian, mais malgré tout une hiérarchie qui se met gentiment en place aussi au niveau international, et une superbe performance de Myriam qui gagne un énième titre de championne de France. Même pas une goutte de transpiration à l'arrivée. Ah, une belle gestion de run, toujours aussi jolie, Pompon. Et voilà un superbe spot pour faire du parapente, hein. Le bike park des carreaux, puisque là on voit le classement ici. Myriam Nicole devant Marine Kabirou, et Agnès Delest est 3e. Linda Jäger qui était longtemps en tête est 4e. Beaucoup d'initiatives de bike park, en tout cas en France, il y en a de plus en plus. Celui-ci est au cœur du grand massif de Haute-Savoie, 6 pistes, 14 km exactement. Et ça vous coûtera la modique somme de 11 € pour aller faire un petit run du 8 juillet au 3 septembre. Il faut en profiter parce que, on va dire qu'en plus avec l'apparition des VTT électriques, le VTT globalement connaît un essor ces dernières années. Quelque chose d'assez incroyable dans les stations d'été, et bientôt on va le pratiquer en hiver vu le manque de neige, hein. On retrouve effectivement une grosse évolution de la discipline. Le marché est en pleine expansion, on a la chance d'avoir un sport qui est nature et qui est ludique, ce qui permet d'avoir une vraie démocratisation de l'activité. Et d'ailleurs une compétition féminine comme ça avec plusieurs participantes et l'engagement montre bien que la discipline est accessible à tous, et il y a de plus en plus de monde qui y participe, avec des jeunes, avec le championnat, le trophée des jeunes bikers
bikers qui commencent dès l'âge de 6 et 7 ans jusqu'aux féminines, les familles et aux élites. Donc je dirais la globalité de la population qui peut pratiquer. Ouais, c'était un run assez beau, c'est une piste qui est vraiment technique, donc je voulais me rapprocher un petit peu plus des garçons, mais je suis vraiment satisfaite parce que c'est vraiment une piste de bonhomme et on aimerait avoir des pistes un peu plus comme ça en Coupe du Monde. La pression est différente quand on doit sauver un maillot, celui que tu avais conservé l'année dernière et qu'on essaie de le garder en 2017. Franchement, non, pour moi, c'est exactement le même type de course. C'est vraiment l'impression juste me donner au maximum. Et limite, il faut regarder la manche, donc c'est ça qui est le plus difficile et vraiment contente. Les difficultés que tu as pu rencontrer dans la préparation de ces championnats de France au niveau des recos ou de son approche, même si tu es dans une dynamique très positive avec les victoires en Coupe du Monde. Ben, c'est vrai que c'était pas facile aux reconnaissances parce que comme je l'ai dit, c'est vraiment une piste qui a besoin de beaucoup d'engagement. Je suis en tête de la Coupe du Monde, du coup j'avais envie d'en mettre pour gagner de la confiance, mais je voulais pas trop prendre de risques, donc j'ai su gérer et je suis contente que ça se termine comme ça. Ce maillot tricolore, il représente quoi pour toi, Myriam ? C'est vraiment important, donc je suis contente, c'est vraiment le 4e maillot tricolore et c'est trop contente de le garder. Et bien maintenant on va se projeter après la victoire en championnat de France, on se projette sur la fin de saison parce qu'il y a encore des grosses échéances. Ouais, c'est sûr, il reste 2 Coupes du Monde, le championnat du monde et franchement je suis en forme, j'ai de la confiance, je suis bien et j'espère que je vais continuer comme ça. Très bien, Myriam Nicole, merci beaucoup. Et on va peut-être pouvoir visionner la course ou peut-être aller discuter avec Marine Cabirou. On visionne la course avec Myriam. On discute avec Marine, c'est bon ? Bon, Fabien, vous l'avez entendu, hein, on va dire au sens figuré, elle voulait croquer les hommes. Hein. Elle avait beaucoup de motivation. Comme je te l'ai dit, Christian, dans son pilotage, elle n'était pas là juste pour conserver son titre. Je pense qu'elle était là surtout pour conserver sa confiance. Comme on l'a dit, elle a gagné les 2 dernières manches de Coupe du Monde. Tout se passe très bien pour elle. Il y a une belle fin de saison qui arrive avec notamment la finale de la Coupe du Monde dont elle est en tête. Donc Myriam, toujours aussi charmante et toujours aussi pétillante avec la bonne parole, le bon mot, nous a dit les choses très clairement. C'était une piste d'homme, il fallait être présent, il fallait conserver la confiance pour le reste de la saison et elle l'a très bien fait. Ouais, piste pas facile à négocier pour les femmes, elle l'a largement avoué au cours de cette interview, alors qu'on la revoit ici sur ce passage rapide où les hommes, même les filles, sont pas loin de 70 km/h en fin de compte pour les meilleurs. Hein. Oui, on voit ces grandes courbes. Hein. C'est ce qu'on appelle un peu une piste 4x4, hein, cette zone-là qui est une zone de transfert sur la partie finale. Et donc beaucoup de vitesse, probablement une partie où il y a quand même beaucoup de personnes qui vont récupérer physiquement avant de rentrer dans la partie finale où là on voit cette table et le dernier bois qui reste malgré tout avec 5, 6, 7 appuis très très dynamiques. Piste globalement, en tout cas au carreau, très roulante. Alors très roulante, je ne sais pas si on pourrait dire très roulante, mais en tout cas très rapide. Voilà, très rapide. Mais on retrouve ce qu'on appelle beaucoup de vibrations, je dirais, dans un langage standard, où cette vibration entraîne beaucoup de fatigue chez les pilotes et beaucoup de fatigue sur la mécanique. Donc on retrouve un des points clés qui est de régler la machine du mieux possible pour arriver à trouver le compromis entre confort et efficacité. Eh bien voilà la liste départ des hommes à suivre. On aura quand même pas mal de pilotes. Ce que je vous propose, c'est de tourner une petite page de pub et on se retrouve juste après pour le titre à décerner de champion de France dans la catégorie masculine. A tout de suite. Vous pensez que les sites de voyage vous montrent tous les hôtels ? Eh bien non. En fait, vous pourriez bien passer à côté de votre hôtel idéal. Chaque site internet vous propose des hôtels différents. Certains sites vous montreront seulement cela, tandis que certaines applications, seulement ceci. Mais comme Trivago compare des centaines de sites, Trivago vous offre une meilleure vue d'ensemble de tous les hôtels disponibles. Encore une façon pour Trivago de vous aider à trouver l'hôtel idéal au meilleur prix. Un hôtel ? Trivago. Retour encore au carreau d'Arrache sur ce bike park formidable. Vous savez comment on appelle cette piste souvent dans le jargon des carreaux?
la Caro Airline? Alors effectivement, on a vu pas mal de zones où les pilotes ont les roues dans les airs, c'est une certitude, mais je reste malgré tout bien plus impressionné par les zones de racines, l'inclinaison de la pente et surtout les vitesses de pointe que nos pilotes vont prendre cet après-midi. On voit des zones de cassure, des zones de grandes courbes aussi qui sont proches des trajectoires de ski comme je le disais tout à l'heure, donc vraiment une belle piste engagée, un très beau tracé qui a été fait et une fois de plus on se demande pourquoi les Français sont souvent les meilleurs en Coupe du Monde, mais aussi et parce qu'on a la chance d'avoir de très belles organisations, de très beaux tracés et surtout un terrain de jeu qui est magnifique. Oui, avec beaucoup d'engagement sur les pistes. On le voit ici notamment. On peut faire un petit whip, hein, comme on dit dans le jargon, pour repartir sur la bonne trajectoire. Un super beau bike park. On va maintenant bientôt assister avec la course des meilleurs hommes. Et on attend quand même une grosse bagarre hein, entre le meilleur temps, le temps de référence de la manche de placement, Florent Payette hier, Loïc Bruni, Loris Vergier. Ça risque de ferrailler sec sur la double noire. Il y a effectivement trois gros outsiders hein, qui sont des prétendants à des podiums de Coupe du Monde. Donc on parle du meilleur niveau français, mais surtout du meilleur niveau mondial, avec quelques surprises qui peuvent venir derrière, hein, puisqu'on a vu un Rudy Kabirou qui a sorti des top 10 en Coupe du Monde, ou encore un Romain Pollan qui a été capable au Crankworx OG de faire des superbes performances, ou encore Amaury Piron qu'on a vu l'année passée sur des manches de Coupe du Monde sur les podiums. Bon Fabien, vous connaissez bien ce télécabine de la Quai-2, que vous avez déjà pris en 1995. Ça remonte. Vous êtes un vieux maintenant, 37 ans, je ne devrais rien dire sur mon âge canonique. Ça remonte à bien longtemps, mais oui, une très belle pente, une montagne vraiment adaptée à notre discipline. Et on voit ici Gaëtan Vigier qui vient de prendre un superbe start. Hein. On voit de suite de l'engagement, un coup de pédale franc à la sortie de la grille. Et surtout, on voit un pilotage hyper dynamique, aussi bien au niveau du haut que du bas du corps. Hein. On le voit beaucoup bouger, beaucoup faire des transferts de masse et notamment ne pas hésiter à en mettre pour aller chercher un super chrono. Voilà, pas en mettre mais pas trop. Vous Fabien, pour ceux qui aiment le VTT, qui pratiquent souvent le cross-country dans les bois en région parisienne, là où il n'y a pas des descentes comme ça, enfin bref, quels sont les points clés, on va dire les 4 ou 5 points à maîtriser sur un parcours de descente? Là, il a failli passer. Excuse-moi, mais voilà, on parlait de la zone de cailloux tout à l'heure. On l'a vu rentrer dans un freinage très tardif. On a vu le vélo se mettre dans un sens, dans l'autre, mais surtout, il a conservé un regard assez loin, les épaules dans l'axe et bon, malgré ça, il a gardé la trajectoire. Donc, un superbe travail de Gaëtan. Beaucoup d'engagement. La courbe à gauche, on vient de la voir. Bon, là, un peu sur l'avant, comme la demoiselle tout à l'heure qui a chuté. Donc, un parcours rapide, long, technique, un besoin de rester constant sur la longueur. Donc je pense qu'effectivement on va avoir un très beau spectacle, Christian. Techniquement, les 4 points clés pour bien figurer en descente, s'en sortir sur un parcours de plus de 2 km comme ça. Voilà, déjà je pense que sur un parcours comme celui-ci, il y a besoin quand même d'une certaine expérience, parce que forcément les pilotes qui vont engager de manière trop importante vont aller à la faute, ce qu'on peut pas vraiment se permettre. Après il y a le réglage du vélo qui va être clé, hein, parce qu'on revoit ce qu'on appelle un peu la tôle ondulée, la petite vibration qui à la fois fatigue, fait perdre l'adhérence et évite le rendement. Justement très déterminant hier sur la manche de placement, on a dû mécaniquer un peu hier soir pour arriver à au réglage optimum. Oui, de toute façon toute la période des entraînements, y compris de la manche de placement hier, reste de la mise au point, donc digne de la F1 quand on voit les vélos, les voitures rentrer au paddock. Bon les vélos rentrent dans les stands, voir un superbe whip de Gaëtan qui fait plaisir aux spectateurs et oui, donc oui, un besoin de régler les machines, de faire de la mise au point, tout comme de l'automobile, et donc là on voit Gaëtan avec un vélo qui reste bien placé, bien à la trajectoire, mais surtout un très beau pilotage de sa part. Ouais, la F1 c'est 800 chevaux, un vélo de VTT c'est à peu près 1400 watts, 1600 watts qu'on sort à la force des jarrets, soit l'équivalent d'à peu près 3 chevaux. Ouais, tout à fait, exactement, c'est à peu près ce qui se passe bien, hein, sur la gravité, mais je vois que le calcul est bon. Je dois sortir à peu près 800 watts. Donc par contre, regarde, on parlait des erreurs, on voit l'épaule de Gaëtan, donc ça a chuté. Malheureusement, on n'a pas toute la globalité du tracé à l'image, donc Gaëtan a dû aller au sol, ce qui est malheureux, hein. Il a une très belle
place puisqu'il prend la première place du provisoire, mais une chute a dû lui coûter quand même pas mal de temps et va sûrement l'empêcher d'être sur le podium aujourd'hui. C'est simple, il est arrivé au temps intermédiaire en 2 minutes 04 48. Il est fort probable que sa faute il l'ait commise au début de la piste. En tout cas, il termine avec un temps pour l'instant première place provisoire de 4:06,94, à savoir que le temps de référence hier dans la manche de placement était en 3:59,89, voilà, dans des conditions complètement différentes. On vient de voir Melvin Ponce partir justement dans ce run, un jeune hyper dynamique, hyper talentueux, qui roule depuis pas mal d'années, hein, qui est pareil du sud de la France, dans toute la clique de champions qui y a vers chez nous. Et on retrouve Melvin pareil, très bien posé dans son pilotage. C'est un pilote qui est très physique, qui peut être très bon sur ce genre de piste. D'ailleurs, on le voit passer au temps intermédiaire avec un peu moins d'une seconde d'avance. Donc ça promet pour la suite du parcours. Ouais, 83 centièmes d'avance. Oui, il est plutôt taillé assez massif, hein, comme pilote. Hein. Ouais, il est massif, il est précis. On vient de voir cette courbe où il y a pas mal de monde qui fait des erreurs. Il a bien anticipé son freinage. Il a lâché ses freins dans la courbe de manière à accélérer pour gagner de la vitesse avec la gravité. On le voit très bien posé. Hein. On le voit un bon appui des pieds, bien large au niveau des épaules et des coudes, dynamique en sortie de virage. Ça promet d'être un assez bon run, Christian. Le placement et le transfert de masse sur le vélo aussi sont des points clés, j'imagine, pour obtenir un maximum d'efficacité. Oui, ben on voit qu'il fait pas beaucoup de mouvements de pied. En général, les pilotes ont tendance à beaucoup incliner la pédale extérieure pour arriver à transférer le vélo de droite à gauche. Et Melvin, lui, reste beaucoup les pieds à plat, hein, comme ce nouveau style de pilotage moderne où on voit voilà, les transferts d'appui qui se font en simple pression des jambes. Donc beaucoup d'engagement, hein, comme on le disait tout à l'heure, mais surtout beaucoup de dynamisme. Hein. Allez, on le voit ici sur cette partie roulante. Le nez dans le guidon, on va imaginer, mais c'est le cas. Voilà, donc très peu d'adhérence. Hein. Voilà, très peu d'adhérence. On voit les roues qui bougent, on voit les cailloux qui partent sous les roues. Donc là, pas comme Gaëtan, hein, il a cherché l'efficacité, il nous a pas fait de whip, il est resté précis, il a posé tôt pour pouvoir bien relancer et arriver dans cette partie finale avec un maximum de vitesse. Un peu sur l'arrière, hein, posé un petit peu en wheelie là, c'est une petite perte de temps, hein, de l'ordre de quelques centièmes, mais ça peut compter à l'arrivée. On va le voir maintenant sur le final. Là une superbe run, hein, vraiment bien placé, voilà. Une première place au provisoire et un très beau run de Melvin. 4:06,72, temps de référence pour Melvin Ponce. Pour l'instant, pilote de l'US Cagne. On voit le travail des suspensions, hein. Vous voyez la fourche devant qui fait que la roue avant suit très bien le terrain, garde un maximum d'adhérence. On voit quand même Melvin sur la partie finale du parcours avec un peu de fatigue, hein. Tu le disais tout à l'heure, un peu accu sur le saut de la table et un petit manque de rythme sur la fin, mais malgré tout un très beau run de sa part. Hein. Allez, Pierre-Charles Georges au départ, pilote commensal. Alors Pierre-Charles Georges, de son petit nom Piche, qui envoie, je dirais, du pâté depuis pas mal d'années, hein, que ce soit en enduro, en descente. Il est manager, mais aussi pilote, un grand gabarit, beaucoup de puissance, beaucoup d'expérience. Une fois de plus, lui aussi, un bon vélo. Il a le toucher, il sait comment il faut faire pour faire de bons résultats sur ce genre de piste. Et j'ai aucun doute qu'il va nous sortir un très bon run aujourd'hui. J'adore les souches d'arbres du haut de la piste, parce que la seule fois où j'ai pu essayer un VTT de descente, c'était le vôtre, et j'ai réussi à faire un petit sopéra avant. Je me rappelle de ce bon moment où effectivement tu étais passé par devant et ça avait été un petit moment de fou rire entre nous. Car tu fais de la moto maintenant et de l'enduro. Pour tous les pilotes de moto qui adorent du coup le VTT de descente sans jamais avoir essayé, eh bien sachez que moi j'ai tenté j'ai fait le test et contrairement à la moto, mais l'amortissement se fait beaucoup malgré la fourche et on a beaucoup de choc et de vibrations dans les avant-bras, ce qu'on n'a pas en moto, et du coup c'est assez perturbant. Ouais, c'est vraiment différent, c'est un engagement qui est différent, c'est des réglages qui sont différents. En vélo c'est le corps qui est lourd et le vélo qui est léger, alors qu'en moto c'est la moto qui est lourde et le corps qui est léger, donc c'est un ratio qui est complètement différent, effectivement.
Je reviens sur Piche qui nous fait un beau run dans les cailloux. On l'a vu se placer très bien, très haut pour sortir avec de la vitesse. Un pilotage, comme je le disais, bien rond. Un peu de mal à réouvrir cette trajectoire là dans la partie rapide, ce qui est dommage parce que juste derrière ça, on a toute la partie à fond qu'on peut voir ici. Et là, du coup, le passage de cette courbe à droite reste malgré tout très important. En bout de ligne droite. 1 seconde 62 centièmes d'avance au temps intermédiaire. En tout cas, il est bien. Voilà, il est très bien, même je le disais, hein, beaucoup d'expérience dans ce type de piste sera nécessaire. Hein. Il faut savoir faire de la gestion de course, un pédalage un peu en puissance, mais notre ami Piche a vraiment la force. Il est en train de nous faire un beau run et d'être une fois de plus très bien posé sur sa machine. Pierre-Charles Georges qui devrait réaliser maintenant le temps de référence et largement, on va voir, voilà, première place en 4:03:36. Ouais, donc superbe temps, hein, plus de 3 secondes d'avance sur Melvin, hein, donc vraiment un beau run de la part de Pierre-Charles qui sait y faire, hein, comme je le disais, beaucoup d'heures sur le vélo qui payent pour lui. Alors question de Béotien aussi, le choix du braquet sur cette descente, parce que c'est pas toujours évident de trouver matière à avoir réponse au braquet à divers endroits de la piste où parfois on n'est pas vite, parfois on est vite. On anticipe les changements de... Alors il faut savoir qu'un run vraiment très bien calculé, les pilotes savent exactement à quel moment et quand ils changent de vitesse, hein, comme on peut voir en Formule 1. Donc une nécessité d'arriver à avoir tout ça en tête, et le choix du braquet se fait... Ah, on vient de voir voilà, Benoît qui vient de prendre le départ et qui malheureusement est hors du tracé. Il a dû avoir un petit problème sur le vélo. Erreur de trajectoire, on le voit comme on le dit chez nous dans les bacs à sable, hein. Une erreur de freinage, bon, bien malheureux, parce que c'est vrai que championnat de France, surtout pour les pilotes nationaux qui n'ont pas l'envergure de pouvoir faire des résultats en Coupe du Monde. C'est le moment d'y aller. Voilà, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de se faire voir, c'est le moment d'aller chercher entre guillemets des points précieux pour les points UCI, pour le classement UCI, et surtout de se faire repérer pour les différentes courses internationales. Donc c'est vrai que quand ça se passe pas très bien comme là malheureusement pour Benoît, c'est toujours beaucoup de frustration. Ouais, parce que le VTT de descente, on le rappelle, hein, c'est un milieu à part, c'est un peu en marge, hein, des autres disciplines du VTT, tout simplement parce que déjà c'est pas une discipline olympique et elle ne risque pas de l'être a priori. Non, c'est un milieu dans le milieu. Hein. Voilà, en fait c'est une discipline déjà qui est un sport mécanique, hein, à l'inverse de la plupart des sports olympiques, mais aussi un sport pas évident à organiser de par le besoin d'une montagne et d'un vrai dénivelé. Donc une discipline qui ne voit pas le jour au JO et qui fonctionne sur ce qu'on appelle un peu un microcosme, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'intérêt de beaucoup de marques, l'intérêt de médias spécifiques. Hein. On voit Red Bull TV qui s'investit énormément, on voit beaucoup de médias privés. Et voilà, et qui donne une véritable ampleur à notre discipline, qui crée entre guillemets une véritable aura, et qui du coup nous permet d'avoir d'investissements de certaines marques pour pouvoir pratiquer notre discipline. Aussi une discipline qui se fait un petit peu chamailler par les disciplines freeride, on va dire. Oui, alors... Parce que la descente profite un peu de ce mouvement. Des vidéos que l'on voit, justement des vidéos même extrêmes parfois, avec des descentes de montagne pas possibles, où le but du jeu c'est de passer des backflips 1 voire 2, ou multiplier les séances de freestyle avec des vélos qui ne sont pas des vélos de descente mais des vélos de freeride maintenant, spécialement conçus. Mais on aurait tendance parfois à mélanger un peu les deux disciplines. Alors l'un profite de l'autre, c'est une certitude, hein, puisque de toute façon aujourd'hui l'effigie que les marques souhaitent avoir dans une discipline ou dans l'autre sont souvent similaires. Et c'est vrai qu'on y retrouve une belle chaleur de Benoît sur le saut en partie basse malgré sa chute. Et donc oui, on retrouve bien sûr une belle synergie entre les deux disciplines qui profite à tout le monde, qui profite aux marques et qui surtout profite à la fin à la globalité de la population, on l'espère en tout cas, en les faisant rêver de notre discipline. Voilà, un run un peu malheureux pour Benoît qui aura eu une course un peu difficile. Je suis sûr qu'il avait des attentes bien meilleures que ça. Et là, on retrouve Thibaut Ruffin au départ. Un fort. Voilà, donc Thibaut Ruffin, un champion de France en titre. Superbe hold-up l'année dernière. Un pilote très expérimenté qui est manager de sa propre équipe Riding Addiction, qui est le manager de Myriam Nicole qu'on a vu gagner il y a quelques minutes de ça. Et on voit voilà, Thibaut ici en action, beaucoup de rythme.
des belles impulsions, un des très rares pilotes à rouler en pédale plate encore de nos jours, hein, donc vrai. Voilà, Sans clic. Voilà, pour expliquer, pédale plate, ça veut dire que les pieds ne sont pas attachés aux pédales et donc de ce fait un toucher de terrain qui est radicalement différent avec des avantages et des inconvénients. Ça commence à vraiment disparaître en Coupe du Monde, hein, puisqu'il y a plus que 1 ou 2 pilotes, mais Thibaut est toujours là présent sur ses appuis, c'est le cas de le dire. On le voit ici, hein, les talons bas, des appuis sur les pieds qui sont très francs, un vélo qui bouge très peu, hein, on le voit très serein dans ce run là. Bon, une petite erreur ici, mais voilà, juste une bonne gestion. 4 voilà. secondes 12 centièmes d'avance. Voilà, donc on comprend ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire des fois on a l'impression d'avoir des pilotes qui sont très posés, très propres, qui sont tout simplement dans l'efficacité, et c'est le cas de Thibaut cet après-midi. Il a terminé deuxième de la Méga Avalanche aussi en 2011, une compète qui existe depuis maintenant un certain moment et qui est incontournable. Oui, qui est une course qui existe depuis plusieurs années, où il y a plusieurs milliers de participants, hein, départ du glacé de l'Alpe d'Huez pour descendre en bas jusqu'à Bourdoisan. Donc effectivement un run de course en mass start qui est très très long, qui est vraiment différent de nos disciplines, hein, puisque là on peut voir sommet jusqu'en bas de la montagne au chrono, seul, individuel, avec la piste. Donc on est là purement dans la performance technique du pilote, et là on peut voir Thibaut cet après-midi qui nous fait un run très très propre, très engagé. Oula, on peut le voir là. Il sort le pied, ça c'est génial. Très rapide. Et oui, voilà, donc pédale plate, très rapide, beaucoup d'engagement. Je pense qu'il fait partie. Ah, petite erreur de Thibaut qui risque de lui coûter cher. On l'a vu aller un peu trop loin sur le saut. Il est sorti de la trajectoire et a dû malheureusement freiner, ce qui va lui coûter très très cher, puisque dans la ligne droite, et là on le voit ressortir là à nouveau. On voit typiquement le problème de lucidité en fin de parcours, Christian, où quand on est très fatigué, c'est difficile de conserver la trajectoire. En tout cas, c'est beau parce que ça me rappelle un peu le pilotage de motocross. Il a ce style en entrée de virage. On prend justement, on balance avec le pied qui sort pour trouver le bon équilibre. Alors une première place provisoire pour Thibaut, hein, magnifique, un superbe run, mais il ne va pas rester longtemps en tête. Les petites erreurs qu'il a fait à la fin risquent de lui coûter malheureusement le podium. Alors, on le voit là dans la partie sinueuse. La reconnaissance à pied là est primordiale, hein, avant d'attaquer cette descente, parce qu'on voit parfois des pierres. Il faudrait pas y mettre les pneus dessus, hein, tout simplement. Ouais, on a si tu veux cette pratique qui est de vraiment faire la piste à pied pour pouvoir reconnaître les trajectoires idéales. Et d'ailleurs on voit ici au départ Thibaut Daprella, donc un jeune espoir de la discipline, pareil du sud de la France, qui Escagne encore. Voilà, qui arrive toujours de la même école, qui est le protégé de Nicolas Vouilloz, hein, 10 fois champion du monde, monsieur en titre dans toute sa carrière. Thibaut qui est très jeune, mais qui a l'expérience, puisque ça fait plusieurs années déjà qu'il fait des compétitions, qui a le véritable entraînement. Il court en catégorie cadet, donc c'est une évidence que s'il fait pas d'erreur, le titre sera là pour lui. Mais néanmoins, les attentes de Thibaut sont vraiment de s'approcher de mieux en mieux des meilleurs chronos des élites, et on le voit d'ailleurs très posé, très engagé. Une petite erreur ici avec un pied dehors, mais malgré son jeune âge, très très physique et très précis dans cette trajectoire. Comme dans pas mal d'athlètes, hein, assez fit, très fin comme pilote. On le voit ici assurer, hein, ce freinage, pas monter haut dans la trajectoire, rester bas, assurer le gauche qui était assez compliqué pour tout le monde, hein, qui reste très fermé. On va le voir ici rentrer dans ces zones de freinage qui sont trouées avant les deux grandes courbes très très importantes de la partie rapide. Un peu sur la retenue, hein, 4 secondes de retard au temps intermédiaire. Alors Thibaut, pas sur la retenue, je dirais que comme d'habitude la manche de placement a tendance à toujours un peu nous fausser, parce que certains pilotes poussent alors que d'autres non, puisqu'il n'y a pas forcément une utilité de le faire. Thibaut était très bien placé en manche de placement, et aujourd'hui je dirais qu'il est quand même en train de faire un très très beau run et très bien placé dû son jeune âge. Voilà, donc on voit ici qu'il essaye de réouvrir, alors pas autant que certains, il essaye de relancer pour arriver à reprendre de la vitesse dans cette partie rapide. Et bon, il n'y a aucun doute que Thibaut va nous faire un beau run. Alors on le voit ici hors de la trajectoire, je ne sais pas si tu as vu, voilà, il était dans les cailloux, hors de la trajectoire, du coup un pied dehors dans le virage à gauche. Alors dans toute cette partie rapide, des dixièmes et des centièmes de seconde peuvent très très rapidement se perdre. Qui s'envolent très rapidement même.
Allez, on le voit pédaler maintenant sur la fin. Voilà, je le disais, déjà très physique pour son jeune âge, un gros sprint, le bon braquet, bien engagé et malgré tout très physique en bas de piste, malgré une catégorie cadet qui fait que l'année prochaine... Il est bien là sur la fin, il est bien sur la fin du parcours, il en remet une couche pour terminer en 4,03,88, soit la 3e place provisoire. Mais surtout la première place en cadet et un beau titre de champion de France pour Thibaut. Et les autres pilotes qui attendent derrière sur les hot seats. C'est un petit peu humide par endroit. Ouais, on le voit, on voit encore la terre qui est sombre, ce qui veut dire que l'humidité remonte. Alors c'est pas trop difficile vis-à-vis ou très contraignant vis-à-vis de la terre, mais par contre dans les zones de cailloux comme on peut le voir ici, la fine couche de boue vient se mettre sur les cailloux et là effectivement on a une adhérence qui est vraiment limitée, Christian. Voilà, une superbe victoire, un beau titre de champion de France pour Thibaut. Gaëtan Ruffin du team Commensal, voilà, encore un nom de la discipline. Team, toujours Team Riding Addiction, qui est le petit frère de Thibaut Ruffin. Donc c'est une histoire de famille chez les Ruffin. Il a beaucoup d'engagement. C'est un pilote qui est également en pédale plate comme Thibaut. On en parlait tout à l'heure. Il a jamais eu trop la possibilité de faire de grosses performances en Coupe du Monde, mais ça a toujours été un très bon pilote au niveau national. Et on le voit ici dans ses trajectoires assez propres. On retrouve les trajectoires de Thibaut. On voit qu'il essaye vraiment de se placer de manière la plus précise possible, une trajectoire haute ici que tous les pilotes Commensal ont prise au niveau du freinage, ce qui permet de rentrer dans ce fameux gauche un peu compliqué de manière plus aisée. Puis les réceptions aussi qui commencent un peu à creuser. Alors on a la chance que la météo soit stable, ça serait bien plus dramatique si la pluie était de la partie, mais oui effectivement les passages entraînent de l'érosion qui entraîne entre guillemets de plus en plus de trous de freinage et de trous sur les atterrissages, donc plus les pilotes passent et plus ça devient compliqué et donc nos pilotes outsiders en fin de journée vont avoir un vrai travail à faire. Allez, la partie boisée. Alors on voit une petite erreur je pense de la part de Gaëtan là où il est sorti un peu large, il a voulu rentrer inter et il s'est laissé un peu déborder. Alors là on le voit très bas, là on le voit très bas au niveau de l'appui. Alors pareil comme je le disais tout à l'heure, lucidité, on est à 3 minutes 20 de course, un peu un manque de physique qui fait que voilà, on rentre dans cette dernière minute. Partie très technique voilà, parce on vient de voir un gros appui de sa part. Donc beaucoup d'engagement malgré la fatigue de la part de Gaëtan. La faute de trajectoire où tout de suite il faut imprimer vraiment la bonne trajectoire pour la partie rapide derrière. Comme en ski, si on part mal sur une trajectoire derrière, eh bien on subit. Eh bien le coup de frein qui nous fait perdre beaucoup, un gros saut très long de la part de Gaëtan là, sur la partie finale. Presque un peu trop. Mais du coup oui, on se met un peu à contre-temps, ce qu'on appelle à contre-temps, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le rythme de la piste mais on est à contre-temps de la piste. Allez, on le voit ici sur la fin. Allez, c'est pas mal quand même, 4 minutes 2 secondes 52 centièmes pour Gaëtan Ruffin. Donc tout à l'engagement, une fin de parcours où il a lâché les chevaux, où il y est allé franchement, il n'a pas hésité, il a senti qu'il n'était pas forcément dedans, mais malgré ça il s'est dit bon allez on y va, et c'est un peu la beauté des championnats à l'inverse des coupes où là voilà, on a un run pour prouver à tout le monde qu'il faut être là et présent, et puis on lâche les freins et on engage comme on dit. On le voit ici sur ce gap là, sur ce tremplin un peu long. Ouais, de manière volontaire, très long, et en attendant pas de freinage en amont, donc difficile de savoir ce qui est le plus efficace comme on dit. Thibaut Lallier au départ. Voilà, bien propre, bien dynamique, un pilote qu'on connaît beaucoup moins, qui est moins présent sur le milieu international et même de par le passé au niveau national, mais très dynamique. On le voit sur le vélo, sur la piste et sur le vélo, très bien posé, des enchaînements qui sont rythmés, beaucoup de placements de vélo. On en parlait tout à l'heure, Christian, des petites impulsions qui permettent d'aller chercher les endroits propres de la piste et qui nous permettent de replacer le vélo aux endroits entre guillemets idéaux pour arriver à aligner les trajectoires de la meilleure manière possible. Du team Addiction Downhill. Voilà, la descente c'est sûrement sa drogue. Voilà. Comme pas mal de membres de son team. C'est le cas de beaucoup de personnes je pense aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que c'est un sport addictif. Quand on y goûte, on a du mal à s'en séparer. La descente c'est vraiment, voilà, on en prend pour son grade en adrénaline, en plaisir pur. Ça c'est une évidence.
Et surtout quand on évolue dans des milieux naturels comme ça, où le VTT est de plus en plus, on va dire, à la mode et reconnu, puisque là on ne pollue absolument pas et les terrains sont fabriqués spécialement pour. Ouais, on vient de voir Thibaut qui vient de perdre le grip de la roue avant dans une courbe assez rapide, hein. Il a sorti le pied, il a réussi à récupérer la trajectoire et malgré tout, hein, on le disait, il fait un très très beau run, hein. Il reste très bien posé, il a un peu moins de 5 secondes de retard, mais je le vois bien quand même placé sur la machine et faire un très très beau run. Alors ça manque d'un peu d'intensité, il a refait un très beau placement là dans cette courbe là, donc c'est juste une histoire de rythme, mais le pilotage malgré tout reste magnifique. Reste 12 pilotes sur ces championnats de France pour décerner le titre. J'aime bien ce bruit de roulement. Hein. Ouais, alors bruit de roulement, c'est plutôt le bruit des roues qui frappent sur les rochers. C'est sûr. Parce que vu la vitesse à laquelle il roule, forcément là, le matériel subit pas mal de contraintes. Mais bon, regarde, voilà, on voit Thibaut, je sais pas si tu vois la relance qu'il met, mais on parlait des 1400-1500 watts. Alors il y en a peut-être que 1000, mais ça on voit et ils sont pas là pour acheter du terrain comme on dit chez nous. Hein. Allez, la fin du parcours pour Thibaut Lally. Il attaque. Hein. Là, il attaque. Et c'est sûrement le temps de référence à l'arrivée. La deuxième, 4 minutes 2 secondes 18 centièmes pour Thibaut Lally. Donc magnifique, hein, puisqu'on l'a vu en haut de piste avec un retard assez important, hein, puisque près de 5 secondes de retard. Et donc il a repris 3 secondes sur la fin du parcours. On parlait de la gestion, on parlait de la longueur de la piste. C'est pas forcément ceux qui vont rouler le plus vite en haut qui vont être les premiers à la fin, puisqu'il faut être capable encore en bas de mettre du charbon, comme on dit, et de mettre beaucoup de watts. C'est bizarre, on voit beaucoup de drapeaux bretons. Hein. Ouais, les Bretons sont toujours très motivés, c'est une certitude. Benoît Coulange. Voilà, Benoît qui roule aussi en Coupe du Monde, hein, qui nous a fait de très très beaux runs, de très beaux chronos sur certaines manches de Coupe du Monde, qui roule avec un vélo très spécifique, Christian, puisque tu peux voir, c'est un vélo qui a une boîte à vitesse. Alors je sais pas s'il l'a utilisé ce week-end, mais c'est un vélo qui n'a pas de dérailleur, Je vais faire parler mes connaissances. Le vélo boîte de vitesse. Est-ce qu'il n'aurait pas été inventé par Honda à l'époque avec une série très limitée de VTT de descente? Alors Honda parmi d'autres, puisqu'il y a eu plusieurs fabricants, mais c'est vrai qu'Honda à l'époque avait sorti des vélos avec une boîte à vitesse comme... Aujourd'hui très recherché. Voilà, très recherché parce qu'inexistant, hein, parce qu'ils ont arrêté malheureusement, ils se sont retirés de la discipline, mais oui effectivement des machines très recherchées et un intérêt fort pour ce genre de technologie en VTT de descente, puisque ça roule à un freinage très appuyé de la part de Benoît. Oui, limite. Mais si tu veux, ça permet vraiment de limiter la garde au sol et de pas avoir de problématiques par rapport aux cailloux et par rapport à la transmission. Donc beaucoup d'avantages avec ces boîtes à vitesse, même si aujourd'hui il y en a que très peu sur le marché. Je me souviens de ce vélo Honda de composition aluminium spécialement fait par le HRC, hein, c'est-à-dire la maison mère de Honda avec une chute ici, il perd l'arrière. Hein. Voilà, on voyait tout à l'heure, tu disais la nécessité de rester dans la trajectoire. Il a juste la roue arrière qui est sortie de la trajectoire propre, donc qui allait se mettre dans les cailloux roulants. Et donc forcément de l'adhérence dans la roue avant, mais pas d'adhérence dans la roue arrière. Donc une trajectoire difficile à conserver pour Benoît. Alors que pourtant, hein, malgré tout, là, il avait que 32 centièmes de retard. Il était bien et là il vient de refaire une erreur qui lui coûte cher. Et la grande difficulté, c'est quand on a une chute ou quand on a une grosse erreur, c'est d'arriver à rester concentré, à rester dans le rythme et pas vouloir essayer de gagner le temps perdu, parce que malheureusement, Christian, ce n'est jamais possible. Sauf Fabien Barrel à une certaine époque quand même qui était capable de remonter. Ouais, mais bon, ça c'est des exemples à ne pas prendre. C'est des exemples à ne pas prendre. Mais du coup, moyennant parfois certaines chutes assez spectaculaires. Plus qu'à mon tour, Christian, c'est sûr. Bon, superbe malgré tout, hein. Malgré ces quelques erreurs, on voit Benoît qui fait quand même un très très beau run, qui se lâche, qui donne le spectacle à l'arrivée et qui va malgré tout chercher une seconde place derrière Thibaut Ruffin. Donc c'est vraiment vraiment dommage, hein, parce que le chrono se joue à pas grand chose. Il y a effectivement un superbe run qui a été fait de sa part. Il avait que 32 centièmes de retard au temps intermédiaire et il finit avec une petite seconde de 3 de Thibaut Ruffin, alors que on l'a tous vu, une chute lui a fait perdre pas mal de temps. Ouais, c'est malheureux. Ouais.
Une erreur qui peut arriver malheureusement. Et là, il est en pédale plate parce que quand on a les clics, c'est encore plus délicat. Parfois, là, il est en pédale automatique. Il est en pédale automatique, mais c'est vrai que les pilotes sortent malgré tout très rapidement les pieds, malgré les pédales automatiques. Guillaume Larbeyou. Un beau départ, bien dynamique. On le voit sur un châssis bien long. On parlait des géométries tout à l'heure. On le voit sur un vélo où il est bien posé. Le vélo est bien stable. On le voit en ligne, en train d'enchaîner les sauts. Pareil, les coudes bien écartés, les talons bien bas. Un pilote qui est très bien centré sur sa machine. On peut voir le niveau national quand même qui a vraiment évolué dans ces dernières années. Du team VSC Beaune, encore un qui doit aller s'entraîner du côté du Jura de temps en temps. Ouais, il y a de quoi faire. Comme on le disait, la France est un terrain de jeu absolument magnifique, les Alpes, les Pyrénées, le Jura, on a de quoi faire des courses sur pas mal de montagnes et donc de ce fait des pilotes qui sont de très bon niveau. Ouh là là là, pas évident là, ça commence à devenir assez poussiéreux au niveau des... parce que tout le monde est un peu sur les freins sur ces parties-là, contrairement à cette partie où là on voit la terre est bien facile à rouler, en tout cas sur les portions vraiment de descente bien sévères où il y a une belle déclinaison. Là il commence à y avoir beaucoup de poussière à force des passages, ce qui rend le pilotage de plus en plus délicat. Oui, on le disait tout à l'heure, les trous de freinage s'augmentent, les dévers commencent à être de plus en plus érodés et font ressortir les racines. Donc effectivement un pilotage de plus en plus compliqué pour les pilotes. On voit ici cette zone de racines qui est très complexe. On arrive déjà près de 3 minutes de course. Il faut garder un regard loin. On voit quand même une position de la part de Guillaume qui est très stable dans ses grandes courbes. Il reste haut, il se replace bien, il va chercher de la vitesse, il doit avoir un temps intermédiaire qui est plus que correct malgré ça, mais malheureusement non, il est à près de 7 secondes et demie de retard, donc un pilotage qui demanderait un poil plus d'engagement, mais comme on le disait, faut tenir la longueur de la piste, faut pas se mettre par terre, donc chacun essaye d'y trouver son rythme, et malgré tout Guillaume nous fait un run qui est très propre et très beau cet après-midi. Fabien, en tant que pilote d'essai désormais, quelles sont les tendances aujourd'hui, on va dire techniques, du VTT? Est-ce qu'on part aussi vers des moteurs électriques pour le tout venant, pour les balades, pour à la fois trouver ce compromis entre plaisir de descente à l'état pur et de remontée facile? Ou est-ce qu'on travaille encore sur le VTT descente pure, à la recherche de nouveaux outils pour imager le côté technique afin d'être encore plus rapide? Alors aujourd'hui les marques travaillent encore beaucoup dans toutes les directions de manière à satisfaire tout type de public. Bien évidemment les vélos de descente sont encore une grande partie du développement puisque tout ce qui se développe aujourd'hui au niveau de la descente je dirais est utile à la globalité de la gamme derrière au niveau des systèmes de suspension. Donc toute la véritable innovation vient par le biais de la descente et après va dans le reste de la gamme, donc que ce soit les vélos électriques, les vélos d'enduro ou autres. Donc il y a toujours un fort intérêt pour les marques dans cette partie de développement, mais c'est clair qu'aujourd'hui le vélo électrique, notamment en France, prend de plus en plus de parts de marché parce que il y a un intérêt franc à pouvoir remonter facilement de manière plus aisée dans des montagnes qui restent très raides, que ce soit les Alpes ou le Jura ou les Pyrénées ou autres, et qui permet justement d'avoir un volume de ludique pour un même temps donné qui est beaucoup plus important, avec des masses qui sont bien centrées et des machines qui sont de plus en plus au point. Donc effectivement le vélo électrique est en plein essor aujourd'hui. Dylan Levesque, encore un du Team Addiction Downhill. Il est plutôt pas mal sur cette partie. Il est à 1 seconde 23 centièmes au temps intermédiaire. Donc on le voit ouvrir la trajectoire de ce fameux gauche très proprement, arriver à s'aligner pour garder de la vitesse en sortie. Une fois de plus, un pilotage qui est posé. On voit qu'il n'y a pas de cafouillage, il n'y a pas les roues qui glissent dans tous les sens. La machine reste stable, le regard reste porté loin, ce qui est un peu le signe, je dirais, d'une certaine gestion. Il doit y avoir quelques gouttes de pluie, Christian, parce que on le voit nettoyer son masque. On vient de le voir s'essuyer le masque, ce qui est pas forcément très bon signe pour les pilotes qui arrivent derrière. Surtout ceux qui sont partis sans tir-off. Voilà, bon alors tout le monde a des tir-off au départ de manière à pouvoir faire le changement si nécessaire au dernier moment. Une très belle trajectoire de la part de Dylan. Je sais pas si tu as vu, mais il a vraiment réouvert le premier pour arriver à être, comme on le disait, vraiment dans le timing des virages et sortir vite. Donc un très beau geste technique de la part de Dylan. Là il est dans le bon tempo pour figurer parmi les premiers. Il est propre.
Ouais, alors on entend, comme tu disais tout à l'heure, hein, le bruit des roues, hein, beaucoup d'attaques, les machines qui sont beaucoup sollicitées, beaucoup de vitesse dans cette zone, on disait près de 70 km/h, hein, posé très tôt sur le saut. Une superbe relance de la part de Dylan. On voit qu'il a appuyé, il avait un peu un gros braquet au début, mais derrière après c'était beaucoup plus dynamique. Et un saut, pas trop long, pas trop loin. Vraiment un pilotage propre cet après-midi. Allez, il est peut-être parti là pour réaliser le temps de référence. Sûrement Dylan Levesque. Allez, c'est parti pour le temps de référence. Non, deuxième, dommage. Ah, une très belle, pas loin, hein. Très belle deuxième partie de tracé. 23 centièmes seulement 23 centièmes, de Thibaut Ruffin, 23 centièmes. Voilà, rappelons-le, après près de 4 minutes de course, 23 centièmes de seconde séparent les pilotes. On a vu Dylan dans la partie basse vraiment bien roulé et propre. Les quelques trajectoires dans la partie rapide qui ont sûrement payé, hein, pour gagner et grappiller ces quelques centièmes et ces quelques dixièmes de seconde. Donc vraiment, comme on le disait tout à l'heure, une course qui va être magnifique cet après-midi. Allez, se prépare au départ Baptiste Piron. Voilà, Baptiste, un frère d'Amaury, hein, qui avait fait déjà un podium en Coupe du Monde à Lourdes il y a quelques années et qui lui cette année, Baptiste a fait une superbe manche de placement et une superbe Coupe du Monde aussi à Lourdes et sur le reste de la saison. Baptiste est un pilote très engagé du team de Florent Payette qu'on verra tout à l'heure, hein. Donc un team qui a beaucoup de mérite, une équipe qui est une équipe nationale mais pour lequel il y a que des pilotes français, mais qui fait tout le circuit de la Coupe du Monde avec des pilotes de très haut niveau comme Florent et Baptiste. Baptiste Piron qui a réalisé une belle manche de placement hier avec un temps assez vraiment correct. Voilà, on le voit ici dans un pilotage qui est propre. On parlait voilà, de ce fameux gauche, hein, qui est compliqué, qu'il a passé avec beaucoup d'aisance et beaucoup de propreté. Une espèce de déhanchement d'ailleurs. Ouais, on le voit se désaxer sur le vélo. On parlait tout à l'heure de la différence entre la moto et le vélo. Le poids lourd est vraiment le corps en vélo, hein. Le vélo est plus léger que le corps, donc on a tendance à incliner la machine, mais essayer de garder le corps le plus droit possible pour pousser à la perpendiculaire du terrain. Et puis en moto, toute la puissance passe par la roue arrière, donc on n'a pas du tout la même géométrie, on n'a pas du tout le même positionnement sur le véhicule. Ouais, même si aujourd'hui avec la gravité, hein, on retrouve un centre de gravité qui est de plus en plus similaire, hein, puisque à l'inverse de la moto qui roule souvent sur des terrains plus ou moins plats, nous on reste dans la pente, ce qui permet d'amener beaucoup les masses sur l'avant, hein. On voit les pilotes, les coudes écartés, les épaules en avant. Tiens, on voit Baptiste qui nous sort un pied pour essayer de vraiment garder la vitesse dans la partie rapide, hein. Il essaye de lâcher les watts. Et comme on l'a dit, hein, il faut savoir gérer cette partie haute, arriver dans cette partie rapide en gardant un peu d'énergie. Et puis par contre, voilà, la partie basse, il faut aller chercher le petit centième, la petite seconde qui va faire la différence. Et trouver les bons dosages au niveau des freins aussi à la fin de ces parties rapides pour bien se positionner. Une grosse relance de la part de Baptiste, sauter pas trop loin, pas trop haut, bien placé. On essaye de rester efficace à la fois dans les appuis que dans les sauts, hein. Là il est vraiment pas mal, hein. Il avait 83 centièmes de retard au temps intermédiaire et là il est en train de dérouler sur la fin et d'attaquer pour la première place. Baptiste Piron. Magnifique, superbe run de Baptiste, vraiment propre, bien géré, pilotage bien engagé et surtout, comme on le disait, une belle gestion de course. On entend le speaker, hein, d'ailleurs. 4e temps intermédiaire. Il était dans le ton, hein, déjà à mi-parcours. Et il a tenu le choc jusqu'au bout. Alors que là, le passage vraiment très technique, ça part un peu dans tous les sens. Et il faut maîtriser son vélo. Ouais, il est bien remonté haut dans la partie en caillou. Et il a réussi à se replacer pour arriver à s'aligner vis-à-vis du dévers. Donc vraiment un beau travail de la part de Baptiste. Faustin Figueret au départ du team Radon Factory. Voilà, donc Faustin qui roule pour l'équipe Radon depuis cette année, hein. Ils ont fait un assez gros travail, une équipe qui n'était pas trop présente de par le passé et qui est beaucoup plus engagée cette année. Faustin est un fidèle des top 20 en Coupe du Monde, voire mieux des fois. Il a sorti de très bons chronos. C'est un pilote grand gabarit, physique, solide dans les appuis. Donc sur une piste longue comme celle-ci, vu l'expérience qu'il a, il peut nous faire quelque chose de bien. Radon est aussi une marque assez récente, qui travaille beaucoup sur les innovations.
Voilà, un peu petit retard au temps intermédiaire d'un peu moins d'une seconde de la part de Faustin. Donc rien de dramatique, et on l'a dit, hein, beaucoup se joue dans la partie finale de manière à arriver à gérer entre guillemets cette longueur de piste. On arrive dans ce fameux gauche où on le voit beaucoup assuré. Hein. Il ne prend vraiment pas de risque, il s'est placé haut, il a freiné tôt de manière à garder un peu de vitesse en sortie et arriver à s'aligner pour cette partie en virage relevé. Allez, on voit le positionnement ici, c'est plutôt pas mal. Avec ce gros plan réalisé par Lionel Wetzer et toute son équipe, que l'on salue au passage. Un grand travail hein, chaque année de leur part hein, dans le placement des caméras. Ensuite, dans la journée de tournage, on est toujours ravis de pouvoir avoir notre discipline comme ça à l'image. Allez, la sortie pour s'équilibrer, c'est plutôt pas mal au niveau des choix des trajectoires, pas trop à la corde ici, mais maintenant il faut prendre un maximum de vitesse. Ouais, c'est très propre, hein. Alors on n'a pas l'impression qu'il y ait énormément d'engagement. Est-ce que c'est l'expérience et la propreté qui fait transpirer entre guillemets l'efficacité de son run, ou est-ce que ça manque un peu d'engagement? On va rapidement voir ça, mais en tous les cas, il n'y a rien qui dépasse. Le run est magnifique, très propre, bien placé, digne d'un pilote de Coupe du Monde. Ah, sur ce saut là, on aurait presque envie de voir un petit peu de freestyle là. Ouais, un peu de freestyle. Je pense que compte tenu des secondes précieuses et des écarts qu'il y a, je pense qu'on va pas avoir beaucoup de freestyle sur le saut aujourd'hui. Par contre, voler, c'est perdre du temps. Voilà, exactement. Tout le temps passé en l'air, c'est de la perte de vitesse. Donc les pilotes essayent de rester le plus bas possible. Donc ça va être difficile pour Faustin, un bas de piste qui a au contraire pas fait les attentes, je dirais qu'on espérait. Hein. Une petite seconde en partie haute, 4 secondes en partie basse, alors que ça reste un pilote qui est normalement très très physique et charpenté, donc on aurait aimé le voir beaucoup mieux dans cette seconde partie de parcours. Je vais parler un peu pour les gros connaisseurs là, de tout ce qui est deux roues. Est-ce que dans le motocross on a vu cette technique arriver parce que les terrains permettent de le faire, le scrub? Oui, le scrub. Est-ce qu'en VTT de descente parfois on arrive sur cette bosse et pour casser justement l'effet, pour s'envoler en l'air, on met le vélo de travers, quitte à se retrouver parfois presque limite à plat dans les airs pour se retrouver à 60 cm de hauteur et gagner en fait du temps. Oui, tout à fait. Hein. Le but est d'avoir les roues le plus au sol possible pour garder un maximum et conserver un maximum de vitesse. Donc c'est certain que le scrub est quelque chose qui est arrivé en vélo aussi. On n'a pas de saut qui s'y prête à l'image pour le voir, mais c'est une technique qui est également arrivée. Et d'ailleurs Alex Fayol qu'on voit ici à l'image et qui est un expert des sauts et des whips, si vous avez envie de le suivre sur les réseaux sociaux, vous verrez que c'est un sacré artiste avec toute son équipe. Ben voilà, du coup voilà, un peu trop d'engagement, une erreur désherbé. Voilà, une erreur de trajectoire. Ce qu'il faut savoir de Alex a gagné la première manche de Coupe du Monde. Alors sur un coup un peu de chance puisqu'il a plu pour les 10 derniers à Lourdes, manche de Coupe du Monde à Lourdes en France, mais il a quand même fait un coup d'éclat et un coup de surprise qui était absolument splendide où il a gagné et où il s'est retrouvé leader de la Coupe du Monde alors que c'est un pilote qui n'avait jamais eu la chance de monter sur un podium. Donc ça a été un moment de joie pour notamment son team manager Fabien Cousigné qui est un très bon ami et un large moment d'émotion en tout cas pour tous les Français. À Lourdes. Bon, exactement, c'était le miracle de Lourdes cette année. Ça c'est Alex Boyon, mon confrère qui aurait pu se permettre. Voilà, bon, ça m'a l'air quand même un peu compliqué pour Alex là. Il sort très large dans les trajectoires. On l'a vu faire une erreur en haut. Là, il vient de faire une erreur. Là, ici, on le voit à nouveau sortir bas. Donc, un peu trop d'engagement, beaucoup en contretemps. Un peu en chiffon. Voilà, un pilote qui est beaucoup, qui n'hésite pas à en mettre, qui met du charbon comme on dit. C'est d'ailleurs ce qui fait la qualité de son pilotage. Il y va toujours, tu vois, on voit encore ici les roues qui glissent, etc. Il lésine pas, il en met énormément et il cherche à toujours optimiser chacune de ses trajectoires. Alors, je doute que ce soit aujourd'hui un grand jour pour lui, mais néanmoins, c'est très caractéristique de son pilotage. Ce qui prouve que la finesse amène vers des performances plus élevées. La finesse et la rapidité, évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. Et Alexandre Fayol en termine
Bon, avec un temps qui n'est pas si mauvais quand même, il est sur la fin du parcours, il va être un peu plus de, même pas, 4 minutes 18 centièmes, soit le 4e temps provisoire. Ouais, il y a un petit 4 secondes en trop ou 5 secondes en trop pour lui dans le run idéal. Alors comme on le disait, hein, c'est 1 seconde à la minute, hein, quand on ramène à la minute, ça fait une petite seconde à la minute. Ça fait vraiment pas grand chose, mais voilà, on le voit ici, rentrer dans cette zone de cailloux avec un peu trop d'engagement. On parlait de la terre meuble qui se mettait sur les cailloux, donc perte d'adhérence quand le vélo décolle du sol et forcément ça reste très difficile de garder la trajectoire. Ceci dit, je l'admire hein, parce que j'en connais plus d'un dans cette même situation. Ah ben qui serait tombé se là retrouverait un petit peu dans les airs. Voilà, et là au contraire il a rattrapé la machine et il a sauvé son run, ce qui est très honorable de sa part. Rudy Kabirou au départ. Alors Rudy qui nous a fait un beau top 10 en Coupe du Monde récemment, qui est un pilote qui commence à être vraiment expérimenté, hein. Il était très bon en junior, il fait sa transition de manière progressive en élite, un pilote qui est solide, qui est engagé mais qui reste malgré tout prudent dans son approche de la compétition et donc sur une piste longue comme ça, comme on le disait, c'est vraiment quelque chose qui peut payer. Et il roule sur Trek, une marque mythique, pardon. Il fait partie du team Unior Tools. Voilà, donc un team slovène hein, qui est une équipe internationale pour lesquelles il fait les Coupes du Monde. Donc pareil, toujours de l'apprentissage. Il n'est pas encore au plus haut niveau, hein, mais bon, tu vois, on parlait de la terre meuble sur les cailloux, c'est encore un autre exemple. Là, il nous tape ce gauche de loin le mieux que ce qu'on a vu vis-à-vis des autres pilotes. Vraiment solide, vraiment bien. Donc intéressant de voir ce qu'il va nous faire au temps intermédiaire. Assez placé sur l'arrière de son vélo ici, à l'attaque. Sur le temps intermédiaire, eh bien, il est en avance de 47 centièmes. Donc voilà, un run très beau de la part de Rudy. Hein. Espérons que sur cette fin de parcours, il sache rester dans la même approche avec son pilotage expérimenté, des trajectoires propres et surtout un très bon placement dans cette partie rapide dans laquelle il va arriver. On a l'impression que physiquement, il en met. Hein. Voilà, ben là, regarde, il a tenu ses trajectoires hautes. Alors, je ne sais pas si c'est vite, mais il n'est pas sorti trop large du bois. Il est resté très haut dans les 2 premiers virages avant la partie rapide. Donc, ça risque de payer dans toute cette zone pour avoir le petit kilomètre-heure, Christian, qui va faire gagner les centièmes de seconde dont on parlait. Il a un physique à pouvoir mettre du braquet sur les parties justement assez rapides. Voilà, il sort très bien de la partie rapide. Oh, c'est beau, ça. Il fait un saut qui est très propre, posé comme il faut. Il relance avec le bon braquet. Bon, il a quand même une grosse vitesse, mais il l'emmène. Le saut pas trop loin. Tu vois, on parlait vraiment écrasé, vraiment bien placé à l'extérieur pour remonter et rentrer dans cette partie finale du mieux possible. Là, ça sent le temps de référence. Hein. Voilà, ça va pas se jouer à grand chose, mais Rudy vraiment donne tout dans cette partie finale. J'aime bien les pronostics, moi. Premier, boum. Et voilà, donc une superbe run de la part de Rudy. Vraiment propre, magnifique, de l'expérience, de la gestion, de la trajectoire, vraiment un très bon travail. Très bon travail. Et je vérifie mon petit gonflage à l'arrivée pour voir si j'ai pas une petite crevaison lente. Voilà, bon ben je pense que la partie rapide en fait doit vraiment frapper en partie basse et ça doit être difficile de savoir si vraiment la pression est bien restée dans les pneus. Et puis ben voilà, la crainte de la crevaison en sport mécanique est toujours présente, Christian. Tiens, pour ceux qui aiment ça, on gonfle à combien là sur une piste comme ça? Bah, sur une piste comme celle-ci, ça dépend vraiment de la largeur de roue et du ballon de pneus qu'on a. Mais on va aller gonfler entre 1,7 kg, 1,8 kg à l'avant. Et puis 2 kg à l'arrière. Voilà, superbe. Vraiment très content pour Rudy, bon personnage et quelqu'un de très gentil. Et d'ailleurs, en parlant de quelqu'un de très gentil, Romain Paulan ici, un pilote semi-privé qui a arrêté entre guillemets les entraînements et la compétition à plein temps pour se consacrer à ses activités professionnelles et qui malgré tout envoie du charbon, Christian. Bah, c'est bien, il est bien resté dans le tempo et il vit passionnément le VTT de descente. Voilà, un pilote en pédale plate. Hein. Alors malheureusement, on voit beaucoup de terre sur ses genoux, sur son épaule gauche. Alors ça c'est drôle là, quand même. Hein. Il y a beaucoup de pilotes en pédale plate, alors qu'en BMX, tout le monde a passé à l'autre. Oui, mais si tu veux, il y a quand même un travail au niveau des appuis qui est vraiment différent, si tu veux, qui reste encore intéressant en VTT. Mais comme je te le disais, si tu regardes les genouillères et l'épaule gauche de Romain, il a dû faire une mauvaise chute et je pense qu'on devrait avoir un temps intermédiaire qui est pas super. Bien vu, 16 secondes
74 centièmes, une grosse expérience en matière de chute. Voilà, exactement, c'est bien le cas et c'est bien malheureux, comme je te disais, Romain qui est un pilote d'une gentillesse à tomber par terre, à toujours partager, qui adore faire rêver les uns et les autres et dans son pilotage et puis bon une chute malheureuse pour lui aujourd'hui, mais le connaissant, c'est pas pour ça qu'il aura pas le sourire à l'arrivée. Je rigole sur tes chutes, il reste pas beaucoup de pilotes à passer. La force d'un pilote aussi, c'est la force mentale. Ouais, on était une preuve concrète à un certain moment. Ouais, je pense que j'ai toujours dit dans notre discipline, comme dans tout, comme dans le sport, comme dans la vie, hein, le véritable échec, c'est pas de tomber, c'est de ne pas être capable de se relever. Et dans ce cas-là, voilà, Romain s'est relevé, il a repris son vélo, il est reparti et ça fait partie du jeu, ça fait partie du sport et je suis sûr qu'il en a bien conscience. Ça sort un petit peu large, ouais. Oui, mais je pense que Romain sait très bien que son run est terminé et qu'il a relâché la pression. Il va chercher la ligne d'arrivée par honneur et par correction pour le sport, mais il sait très bien que le chrono ne sera pas là. Je pensais juste aux spectateurs, pas aux téléspectateurs, aux spectateurs qui étaient justement sortis de trajectoire là. Ouais. Je me mettrais ailleurs, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est vrai que malheureusement, des fois, le public a une certaine tendance à se mettre dans les extérieurs de virage. Maintenant, on peut voir que la fédération fait un très bon travail au niveau de la sécurité, puisqu'il y a ce qu'on appelle un double taping, c'est-à-dire qu'il y a une sécurité. On vient de voir Romain qui vient de perdre la chaîne malheureusement. Il vient de casser la chaîne à l'atterrissage du saut et donc oui, les spectateurs malheureusement ont une tendance à se mettre au mauvais endroit, mais la fédération a fait un beau double taping qui permet de garder une marge de sécurité entre les pilotes à la vitesse où ils roulent et le public. Il roule Santa Cruz. Ouais, vélo Santa Cruz, hein, on verra Loris. Voilà, on verra Loris Vergier tout à l'heure sur ce même vélo. Ça me parle, c'est pas de la pub parce qu'on n'en trouve pas beaucoup d'ailleurs. Voilà, ouais, il y en a quelques-uns, mais il y en a quand même quelques-uns sur le marché. C'est une très bonne machine. On voit ici là Amaury Piron, hein, le frère de Baptiste qu'on a vu tout à l'heure. Bon alors Amaury qui hésite pas à en mettre dès le départ. Hein, beaucoup d'engagement, un gros start, un appui, une dérive, un pied dehors. Donc bon, sur un run de 4 minutes, c'est pas ce qu'on attend, mais ça peut passer avec l'engagement nécessaire. Fabien, tout va se jouer entre ces 4 derniers pilotes. Hein. Amaury Piron, Loris Vergier, Loïc Bruni et Florent Payette. Oui, exactement. Donc ça se joue là. Alors Amaury a déjà une petite seconde de retard. On l'a vu avec un start à mon goût un peu trop engagé compte tenu de la longueur du tracé. Donc affaire à suivre malgré un superbe engagement. Là, il vient de faire un passage superbe dans le pierrier, droit dans les cailloux, alors que comme on le disait, c'est très très glissant. Amaury n'hésite vraiment pas à en mettre. En général, les autres pilotes ont slalomé un petit peu parce qu'au passage de ces cailloux, à un moment, j'en ai vu un qui était un peu pointu. Et mieux vaut l'éviter celui-ci. On en a vu beaucoup faire des erreurs dans cette zone. Il est passé très très bien. Donc Amaury est un pilote de plus en plus expérimenté, qui est très très physique aussi, hein, puisque pilote de Coupe du Monde et entraîné vraiment pour performer à ce niveau-là. Une machine qui est très bien et on peut voir ici des roues en 29 pouces. Hein, on n'en a pas trop parlé encore, Christian. Donc des vélos qui passent avec des roues en 29 et non en 27,5. Donc des tailles de roues qui sont plus grandes. Qui sont un désavantage dans les parties sinueuses et moins de mobilité, dynamiques, mais plus de vitesse. Mais qui par contre permettent de conserver de la vitesse, d'avoir plus d'adhérence et de moins perdre de vitesse dans de la petite vibration, ce qui peut être un atout sur une piste comme celle-ci et notamment dans cette section très rapide, Christian. En Formule 1 justement, on ne change pas les diamètres de roues. Est-ce qu'il y a concrètement un règlement qui existe par rapport au choix justement de diamètre? Oui, alors le règlement est très clair, hein. On n'a pas le droit de passer au-dessus de 29 pouces et on n'a pas le droit d'avoir des roues qui diffèrent de diamètre entre l'avant et l'arrière. D'accord. Donc on a la possibilité d'utiliser tout diamètre entre 26 et 29 en sachant que celui-ci doit être le même devant et derrière et on peut voir certains pilotes, pas tous, certains qui commencent à faire des choix de 29 pouces sur certaines pistes et je pense que pour Amaury aujourd'hui ça risque de payer. Donc si je veux un 29 pouces à l'avant et un 22 à l'arrière pour avoir un chauffeur, je ne peux pas. Une superbe première place de la part de Amaury, voilà. On en parlait, une partie haute où il a dû faire des petites erreurs, on l'a vu partir un peu trop énervé. Par contre une partie basse magnifique, digne de son pilotage. Allez, on fait un
points sur le classement avec Amaury Piron qui vient de rafler la première place devant Rudy Kabirou avec 1 seconde 48 centièmes d'avance. 1 seconde 90 centièmes d'avance sur Baptiste Piron qui est actuellement 3e au provisoire. Donc et les deux frères place exactement de Thibaut Ruffin. Les deux frères sur le podium provisoire. Et voilà. Et ici on retrouve voilà Loris Vergier. Du coup, on parlait de la marque Santa Cruz, une nouvelle équipe, un nouveau vélo, de très beaux résultats et très beaux chronos dans ce début de saison. Donc gros potentiel aujourd'hui, Christian. Ouais, Loris Vergier qui a 21 ans, qui est tout jeune, qui est terminé 7e de la Coupe du Monde l'année dernière et champion du monde junior en 2014. Exactement, une superbe 2e place à Leogang cette année en Coupe du Monde. Donc vraiment un gros potentiel, déjà à un très haut niveau, mais un gros potentiel parce qu'on sait que Loris a encore des possibilités de progression énormes. Il a pris beaucoup en maturité, en engagement, même s'il y a encore quelques erreurs en Coupe du Monde. C'est un pilotage qui est de plus en plus précis. Ouais, puis un pantalon assez profilé, tiens, pour l'occasion. Ouais, voilà, on retrouve des tenues qui sont de plus en plus aérodynamiques et on l'a vu dans le Pierrier, là, prendre à l'intérieur, je sais pas si tu as vu, mais il est allé au plus court, il a pris l'intérieur, il réouvre très bien la trajectoire en freinant fort dans ce virage dont on parlait. C'est très propre, très précis, comme je le disais tout à l'heure, et surtout, malgré les roues en 29 pouces, très dynamique. Alors, est-ce que c'est la tendance actuelle? On pourrait y croire. Alors c'est une tendance, il y a beaucoup de débats qui se font à ce niveau-là. Il y a des pistes pour moi où effectivement le 29 pouces peut être un atout et je pense que c'est le cas sur cette piste-là. Maintenant, je pense pas que ce soit sur toutes les pistes. Donc c'est pas une révolution, mais c'est une évolution dont tout le monde tient compte et qui peut payer sur des pistes qui sont remplies de beaucoup de racines et à très haute vitesse comme celle-ci. Pour tous les fans de beaux vélos, en tout cas, on a un bel exemple sous les yeux avec ces protections de cadre de plus en plus présentes. Ouais, on voilà, le voit maintenant. On voit Loris avec une avance pas énorme, 0,7 dixièmes d'avance. 76 centièmes. Donc c'est pas grand chose. On va avoir vraiment des chronos très serrés puisque bon là Loris, Loïc et Florent on commence à passer dans un certain niveau, un autre niveau je dirais, et on pourrait s'attendre à avoir des plus gros écarts et une plus grosse avance, mais non. On voit que les autres pilotes ont vraiment sorti de très beaux runs et que la course va être très serrée. Ouais, il manque un petit peu de vitesse de pointe ici en sortie sur le plat. On le voit pédaler à nouveau. Est-ce qu'il va pouvoir tenir la distance maintenant, Loris Vergier, et prendre la tête des championnats de France? Reste 2 pilotes derrière lui, Loïc Bruni et Florent Payette. Ouais, mais je pense que dans cette partie basse avec le 29 pouces et son talent, il n'y a aucun doute, ça va passer. Et non, c'est juste Loris derrière. Vergier juste derrière. Incroyable. Il est à 49 centièmes du temps de référence. Il a perdu un petit peu de temps, on le voyait tout à l'heure là sur la partie un peu plate où il remettait quelques coups de pédale, un peu de braquet pour essayer de s'en sortir et terminer en tête, et ce n'est pas le cas. Superbe pour Amaury qui quand même sort un run devant Loris, alors que Loris reste quand même un pilote beaucoup plus confirmé au niveau Coupe du Monde de par les résultats cette saison. Donc c'est vraiment un très beau résultat pour Amaury et bien sûr pour Loris aussi. Allez, plus que 2 pilotes maintenant. Loïc Bruni du team Specialized Gravity, 23 ans. Le Niçois, tout comme vous Fabien. Alors Loïc est un pilote solide, très physique, qui a beaucoup pris en masse musculaire cette année, qui a été champion du monde, qui a gagné des Coupes du Monde, qui joue parmi les gros outsiders de la Coupe du Monde. On risque de le voir très bon dans cette piste aujourd'hui. Alors lui est en 27,5, donc pas forcément un gros avantage au niveau des roues si on imagine que c'est meilleur sur ce genre de piste là, mais surtout une grosse expertise, un gros travail avec l'acquisition de données qui est fait et une préparation vraiment de sportif de haut niveau. 3 secondes 31 centièmes d'avance au temps intermédiaire pour Loïc Bruni, le triple champion de France. Voilà, Loïc au sommet de son art. On parlait du côté physique, on le voit vraiment dans les appuis, il garde la vitesse, il est solide sur le vélo, on le voit enchaîner les virages sans trop de temps mort, ce qui est très important, parce que la vitesse en virage est importante, mais par contre la transition d'un virage à l'autre l'est d'autant plus, et on voit vraiment qu'il y a très peu de temps mort pour Loïc et qui a surtout beaucoup de puissance au pilotage sur le vélo. Il fait parler la poudre, lui qui a été 2e de la Coupe du Monde en 2015, on le voit dans ses petites relances, là toujours au top. Voilà, vraiment fort, vraiment présent. On disait à 4 minutes, il est seulement à 2 minutes 50 de course, il reste 1 minute. On sait qu'il y a cette partie rapide en partie basse où il va falloir gérer, rester haut dans la trajectoire, ce qu'il fait très bien là, se replacer bien à droite, ce qu'il fait, et puis surtout là penser à remonter, ce qui fait aussi
aussi, voilà, avec un superbe transfert et une belle ligne droite qui est derrière. On l'a vu dans les bois, les flashs crépitent, il est en excès de vitesse pour aller chercher ce titre de champion de France. Voilà, Loïc lâche les freins, c'est vraiment un superbe run qu'il est en train de faire ici, et s'il le mène jusqu'en bas, ça va être vraiment très difficile d'aller le chercher. Allez, Loïc Bruni maintenant sur la fin du parcours, rester concentré, ne pas tenter de sauter voilà, très avec propre, des mesures, rester très propre, remettre du braquet, très bas, position de recharge de vitesse, un des rares. Voilà, histoire de garder un peu d'énergie, de rester lucide sur la partie basse, et on connaît ses derniers appuis, on sait qu'il faut avoir du rythme, et Loïc est très bien posé dans la trajectoire, et où ça risque d'être une première place. Il explose le chronomètre, Loïc Bruni, l'orage va sévir au carreau d'arrache. Ah, magnifique, superbe run. Avec beaucoup d'avance, une première 4 place. 4 secondes 65 centièmes d'avance sur Amaury Piron pour Loïc Bruni. Juste temps incroyable. de référence, reste un pilote à passer et pas le moindre, Florent Payette. Juste incroyable, superbe, magnifique Loïc. Alors il a du pain sur la planche. Ah, une grosse erreur quand même. Une grosse erreur de la part de Loïc. Il a dû rouler vraiment très vite dans le reste du parcours, Christian, parce que il y a une bonne seconde et demie, voire 2 secondes là. Comme quoi on peut rattraper le temps en fin de compte. Ouais, alors il a rattrapé ou alors il avait beaucoup d'avance, mais en tout cas ça reste très beau. Ah, mais il avait pas mal d'avance au temps intermédiaire. Alors, s'il ne commet pas d'erreur, Florent Payette, il peut aller le chercher ce titre. Alors Florent, un très grand gabarit, très grand sur le vélo, qui a su faire parler la poudre au championnat du monde l'année dernière avec une superbe 3e place. Il est dans le top 10 de la Coupe du Monde. Voilà, un pilotage absolument magique, et on voit ses jambes, ses bras, ses meilleures suspensions sont là. On le voit très fléchi, un toucher de terrain qui est absolument unique, et donc forcément le talent qui va avec. 2 secondes 26 centièmes de retard pour l'instant. C'est ce qu'on disait, ça va être vraiment difficile d'aller chercher Loïc, mais par contre la 2e place pour Florent pourrait être touchable. On sait que Loïc avait une belle avance, et Florent, s'il reste dans le rythme tel qu'il est là aujourd'hui, et ça j'en ai aucun doute. Hop là, une grosse erreur de sa part. Et ben voilà la gamelle. Ah, la mauvaise chute pour Florent, il a perdu l'avant dans les cailloux humides, et malheureusement voilà, ces courses finies, c'est très malheureux. Et le titre de champion de France, à nouveau le 4e pour Loïc Bruni devant Amaury Piron et Loris Vergier. On revoit cette chute sûrement ralentie dans quelques instants. Ouais, c'est vraiment malheureux pour Florent, c'est totalement légitime pour Loïc qui fait un superbe run, mais voilà, on le voit rentrer un peu vite, perdre l'avant, et dans les souches, comme par hasard. Voilà, et une mauvaise chute pour Florent. Par chance, il n'est pas blessé, il a rien du tout. C'est vrai que c'était un peu une chance incroyable pour Florent de gagner cette année, parce que il est un peu à l'apogée de ce qu'il sait faire, il a tout ce qu'il faut au niveau de ses marques et de son équipe qui se passe comme il a envie, donc je pense qu'il avait vraiment cœur à bien faire, et voilà, malheureusement quand on en met un peu trop, ça nous mène à la faute, ça enlève absolument rien à la qualité du pilotage, et encore moins à la qualité du pilote. C'est un grand monsieur par la taille et par le cœur, et j'ai aucun doute qu'il aura encore de belles courses à venir. On n'a pas vu trop de chutes sur ces championnats de France, malgré des conditions climatiques à un moment où on doutait un peu de savoir s'il allait pleuvoir sur cette compétition ou pas. Un petit peu humide au début, on dirait que ça a séché un peu derrière. Le beau temps est revenu, la température est clémente. C'est le signe aussi d'un sport qui devient de plus en plus professionnel, avec des pilotes qui savent de mieux en mieux gérer leur run de course. Et c'est vrai qu'avant, tout se jouait un peu à la prise de risque, à l'engagement. On disait mais la descente c'est un sport de fou, faut prendre des risques. On s'aperçoit que de moins en moins aujourd'hui, c'est des pilotes qui sont conscients de leur qualité technique, conscients de leur vélo, et qui savent entre guillemets aller chercher l'optimum et non le maximum. Christian. Ah, vous êtes de vraies machines quand même. Il faut y aller quand même, on est bien d'accord. Magnifique. Et on revoit en tout cas voilà, bien malheureux Florent Payette, voilà. Le pauvre. Ouais. Et un superbe titre encore pour Loïc qui continue à conserver son leadership au niveau national. Une superbe 2e place pour Amaury et pour Loris qui fait 3e. Un beau championnat de France, une superbe piste, un grand soutien de la Fédé, bien sûr un accueil magnifique de la part des carreaux. Tout ce qu'il faut pour pousser la discipline comme il se doit. Et une moyenne d'âge sur le podium qui pourrait nous faire un peu mal. Ouais, ça c'est une certitude aussi. Certitude.
Comme quoi, hein, on arrive au plus haut niveau dans la vingtaine, hein, dans ce sport. Ouais, dans la vingtaine. Et quand on passe la trentaine, on essaye de régler les suspensions un peu autrement. Voilà, exactement. On change de règlement. Voilà, maintenant, un résumé du classement avec Loïc Bruni, donc champion de France pour la 4e fois devant Amaury Piron. Loris Vergier juste derrière, la 4e place pour Rudy Kabirou. En tout cas, une descente au carreau qui fut vraiment merveilleuse avec un tracé d'Emmanuel Hubert, fidèle. En tout cas, pour la bonne conception, fidèle à la discipline pour réaliser vraiment de très belles courses. C'est sûr, ben vraiment un beau championnat, vraiment. Loïc Bruni, une descente, on a pu la suivre quasi en intégralité et un premier virage qui a été assez chaud. Ouais, j'ai mal commencé mon run et à partir de là, comme je disais, j'ai tout tenté parce que je savais que Flo était vite, que Loris, Amaury allaient faire un gros run et c'est passé jusqu'en bas à partir de là, donc je suis content. Dommage pour Flo qui roulait vraiment vite ce week-end, mais c'est de bon augure pour la Coupe du Monde la semaine prochaine et bon championnat de France, c'est régalé, on a eu chaud avec le temps et voilà. Voilà, c'est passé juste au niveau de la pluie, il y a eu des moments de doute en haut au moment de la concentration, de la préparation. Ouais, en effet, on était là-haut dans le télécabine, il y avait des vitres. Un coup, elles étaient trempées, un coup, elles étaient sèches. On savait pas trop comment allait être la piste, mais elle est restée relativement sèche. Donc, on a pu mettre du gaz, pousser à des endroits qu'on pouvait pas pousser hier ou ce matin. Et c'est passé partout sur le vélo, donc je suis content. Et la saison avait besoin d'un petit titre comme ça fait plaisir. Voilà, c'est un titre que tu retrouves après un triplé en 2015, 2014, 2013. Tu réenclenches un abonnement avec le maillot de champion de France. Oui, l'année dernière, j'étais venu les voir parce que j'avais la clavicule cassée. C'était magnifique à voir parce que le niveau en France, il est juste fou, tu vois, encore pire cette année. Et là, de regagner, tu vois, j'ai l'impression de reprendre un peu ma place, entre guillemets. Mais il y a tellement de prétendants maintenant que ça devient ultra dur et c'était beaucoup de pression. Donc, un soulagement ce soir. Et voilà. Voilà, puis c'était vraiment une Coupe du Monde, ce championnat de France. Ouais, tu vois, sur le podium, on roule tous dans les 10 en Coupe du Monde. Loris, il fait 2, on fait des podiums. Mout, il a fait 2 fois dans les 10. Enfin, tout le monde a ses chances en Coupe du Monde. Donc, tu arrives ici, tu peux pas rouler un peu sur la retenue pour gagner. Il faut tout donner. Et voilà, donc c'est un titre qui a beaucoup de valeur, je pense. Il y a eu des années un peu plus creuses avant que toute sa génération elle arrive. Et là, je pense qu'il y a vraiment du niveau. Et gagner cette course, ça fait plaisir. Le team, on l'a bossé dur, tu vois. Et c'est une belle piste en plus. Donc, j'ai l'impression de mériter sur une belle piste. Ça fait plaisir, encore mieux. Voilà, une belle piste qui te sacre ici. On se retrouve dans quelques instants pour le podium. Merci beaucoup Loïc Bruni. Dans quelques instants, la suite avec les podiums. Alors deux choses, hein. Loïc nous dit que déjà à 23 ans, il y a des jeunes qui poussent et qui risquent à l'avenir de le passer assez rapidement, que tout le monde a un niveau de Coupe du Monde, bref, les Français sont au top. Exactement, et puis surtout un grand champion. On a vu de l'humilité dans ses paroles, de la camaraderie vis-à-vis de Florent qui a chuté. Un grand champion qui enchaîne malgré tous les titres et les résultats, qui reste une locomotive pour la discipline. Et ça fait plaisir de voir voilà, Florent, Loris, Amaury, Loïc et tout le monde. Moi, en tant qu'ancien de la discipline, de voir que la relève est plus qu'assurée comme elle l'est aujourd'hui, c'est une grande fierté, un grand plaisir et je souhaite bien sûr tout le meilleur à la descente. Mais Fabien Barrel, Vouillos, tout ça sont des pilotes mythiques qui sont toujours dans l'esprit même des jeunes. Ben, j'espère en tout cas qu'on aura pu un minimum les inspirer. Ça a l'air d'être le cas. En tout cas, ils nous ont fait rêver cet après-midi. Et on le revoit justement ici sur sa descente avec ses relances, pilotage parfait. Et puis surtout, on le disait, un physique indétrônable, bien posé sur la machine, de gros appuis. On voit vraiment Loïc au sommet de son art. Et comme il le disait, il avait besoin de ça pour sa confiance en lui. Et c'est probablement de bon augure pour la suite de la saison. Le placement ici sur la trajectoire, parfaitement, il ressort bien dans l'axe, hein. On va dire qu'ici, c'était quand même un point clé sur cette descente des carreaux. Ben en tout cas, de ce qu'on voit aujourd'hui à l'image, c'est une certitude qu'il y avait quelques points clés à ne pas rater pour conserver à la fois l'idéal de la trajectoire, mais surtout l'idéal de la vitesse. Ce que Loïc a bien sûr très bien fait comme beaucoup d'autres. Et c'est clair que c'était une piste qu'il fallait savoir gérer compte tenu de sa longueur, à la fois sur la partie physique et l'engagement technique. Et on le revoit sur cette fin de parcours où là il ne faut absolument rien lâcher. Là on en a, je veux dire, les muscles sont à bout. Il faut garder encore un petit peu d'énergie pour le sprint final. Travail magnifique, superbe Loïc.
quelques oiseaux, on n'a plus qu'à prendre un petit parapente et aller se faire plaisir pour regarder déjà eh bien le podium de la catégorie féminine. Voilà, et ben écoute, on a la chance d'avoir des domaines de ride qui sont absolument fabuleux. Les Carrozes en fait partie, mais je pense bien sûr aux G qui ont fait énormément de plaisir à tous les gens qui ont pu y participer, que ce soit des stations jusqu'aux organisations, aux fédérations, aux équipes et aux marques. Et c'est vrai que ben voilà, un événement comme celui-là, c'est une grande satisfaction pour tous et c'est un peu l'apogée et la quintessence de notre discipline. Allez, Myriam Nicole, c'était pas facile d'aller la chercher aujourd'hui. 2 victoires en Coupe du Monde cette année, grande favorite. Ben oui, voilà, Myriam qui assure sa confiance, Loïc qui l'a construit au retour de sa blessure, l'histoire de nos champions et le reste de la Coupe du Monde va nous en donner entre guillemets la suite et on a vraiment hâte de voir ça en tous les cas avec impatience. Elle qui a déjà été vice-championne de France, de judo médaillée de bronze. Maintenant, les applaudissements de Agnès de l'Est. Voilà, Agnès de l'Est, une belle 3e place aussi, comme on disait, les deux Myriam et Marine sont quand même des quasi-pros, alors que Agnès derrière reste entre guillemets une amatrice et un beau résultat, une belle 3e place comme celle-là est sûrement une grande satisfaction pour elle. Georges Morand, conseiller départemental de Haute-Savoie, qui va remettre, Monsieur Georges Morand, qui va remettre la médaille d'argent à Marine Kabirou, auteur d'un superbe run. Voilà, une superbe 2e place pour Marine, qui je suis sûr derrière Myriam, ça reste probablement beaucoup de plaisir pour elle. Elle est dans une phase où elle aussi construit sa carrière, construit son apprentissage de la discipline et ça progresse tous les ans pour arriver à rouler de plus en plus vite et bien sûr Pompon, Myriam qui nous fait une magnifique première place et un énième titre de champion de France. Bah oui, le 4e. Ouais, splendide, magnifique Myriam. Voilà, un beau maillot bleu, blanc, rouge. Une grande figure de la discipline qui n'hésite pas à faire pas mal de promotions pour son sport et ses sponsors. Et on a la chance d'avoir beaucoup de très très bons leaders qui sont des communicants, qui parlent de leur sport, qui parlent de leur discipline. Et ben voilà, ça fait partie aussi de la passion que le public et les pratiquants ont pour la descente. Et voilà, sans ces athlètes-là, ça serait quelque chose qui serait pas possible. Donc c'est probablement quelque chose de nécessaire et de très important. Superbe Marseillaise pour une grande championne, Christian. Oui, vous l'avez entendu quelques fois vous aussi. Ouais, et je peux vous dire que c'est une grande émotion, c'est beaucoup de plaisir, à la fois pour soi mais aussi pour les gens qui nous ont soutenus, pour nos équipes, nos familles. Donc c'est toujours un grand moment de plaisir. Et moi je suis assez fan de la discipline, j'ai même dans un placard un superbe maillot de champion du monde signé. Ah, je me demande de qui du coup. Splendide. Très beau run de Myriam. Les filles, elles y vont quand même. Ah ouais. Surtout Myriam, elle a su promettre de l'engagement suite à certaines blessures. Elle a su continuer à progresser, à retrouver de la confiance et c'est vraiment une grande championne. Et on va pouvoir maintenant pour les faire aller juste en face du point de podium officiel, déclencher vos applaudissements le public des Carrozes s'il vous plaît, avec le trio gagnant. Voilà nos 3 champions de la journée. Et voilà maintenant le podium chez les hommes. Ils sont jeunes, vaillants, super bons pilotes. Magnifique, la nouvelle génération, splendide.
Et un 4e titre pour Loïc Bruni. Loïc, Amaury, Loris, tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est vraiment une belle suite de Coupe du Monde et que la performance qu'ils font aujourd'hui soit de bon augure pour tout ce qui arrive. Franchement, si on prend le ratio grandeur du pays, potentiel des pilotes, la France est plus que championne du monde. On est parmi les meilleurs en tous les cas, ça c'est une certitude. La médaille au vice-champion de France, l'équipe commerciale Lac-Blanc, Amaury Pierron. Superbe. Toujours une belle ambiance, superbe atmosphère là-bas. Une belle deuxième place d'Amaury. On le rappelle, qui concède quand même 4 secondes 65 centièmes. Hein. Oui. On va pas dire que c'est une valise, mais voilà. C'est déjà un boulevard. Je pense que Loïc s'est à nouveau inscrit dans son rythme et dans le pilotage qu'on attend de lui. Et je pense que pour le reste de la Coupe du Monde, ce résultat devrait vraiment le mettre en confiance. Et en tout cas, je lui souhaite le permettre de remonter dans les avant-postes de la Coupe du Monde auquel il aspire. Voilà, superbe médaille d'or pour Loïc. Et même si ça en est plusieurs d'affilée, je pense que celle-ci a encore plus, elle a un petit goût spécial pour lui. Ah oui, il a déjà quand même été champion du monde. Hein. Ouais. C'est-à-dire que il a déjà eu le firmament de la discipline. Ouais. Mais malgré tout, il continue à se battre comme il doit. Et on prend encore du plaisir avec le titre de champion de France. C'est joli. C'est beau de voir chanter des athlètes la Marseillaise. Rien de plus beau. Splendide, la main sur le cœur, 3 beaux champions. Je pense que les carreaux d'Arrache ne vont pas dormir ce soir. Je sais pas, j'ai comme un pressentiment. Il va sûrement y avoir une belle fête. Un grand bravo à eux 3. Silence absolu et à 3 s'il vous plaît, vraiment, du fond du cœur, de fond de vos tripes, pour ce trio de remarquables champions. À 3, un maximum de bruit. 1, 2, 3. Encore plus fort. Et bien voilà, on a eu de superbes championnats de France. En tout cas, merci à toi Fabien. Je crois que tu as une petite course de moto pour demain, donc il va falloir assurer et envoyer du gaz, cette fois-ci avec de la vraie mécanique. J'ai été très bien inspiré, vraiment une belle journée de compétition, de grands champions, un superbe événement et comme je le disais tout à l'heure, des journées magnifiques pour la discipline et j'espère qu'on en aura encore beaucoup d'autres. Merci à toi Christian. On va remercier aussi la réalisation avec Lionel Wetzer à la réalisation. Et toute son équipe. Bon, en tout cas, on se donne rendez-vous pour de prochaines aventures en VTT en descente, bien sûr. Au moins les championnats de France l'année prochaine. Pourquoi pas d'autres Coupes du Monde ou encore les championnats du monde. En attendant, eh bien, vous connaissez Tiga? Enfin, tu connais Tiga? Tiga, c'est notre princesse qui présente Riding Zone. Et Riding Zone, vous qui aimez les sports de glisse, eh bien, on reste dans le ton, on reste dans les sports de glisse, les sports extrêmes. C'est dans quelques minutes. Retrouvez Riding Zone. À bientôt. Ciao. À bientôt. Salut à tous. Merci.